Bonjour et bienvenue au livre audio de la part de l'autre de Éric Emmanuel Schmitt, lu par moi Hugo le Magnifique. Oubliez pas de ceci est un accompagnement à un livre, donc toujours supporter les auteurs et acheter les livres s'il vous plaît. Chapitre 1, c'est comme un gros chapitre. La minute qui a changé le cours du monde. Adolf Hitler recalé. Le verdict tomba comme un rec d'acier sur une main d'enfant. Adolf Hitler recalé. Rideau d'affaires terminé, on ne passe plus. Allez voir ailleurs, dehors. Hitler regarda autour de lui. Des dizaines d'adolescents, oreilles cramoisies, mâchoires crispées, le corps tendu sur la pointe des pieds, les aisselles mouillées par l'affolement, écoutaient l'appariteur qui égrenait leur destin. Aucun ne faisait attention à lui. Personne n'avait remarqué l'énormité qu'on venait d'annoncer, la catastrophe qui venait de déchirer le hall de l'Académie des Beaux-Arts, la déflagration qui trouait l'univers. Adolf Hitler recalé. Devant leur indifférence, Hitler en venait presque à douter d'avoir bien entendu. « Je souffre. J'ai une épée glacée qui me déchire de la poitrine aux entrailles. Je perds mon sang et personne ne s'en rend compte. Personne ne voit le malheur qui me plombe. Suis-je seul sur cette terre, à vivre avec autant d'intensité? Vivons-nous dans le même monde? » L'appariteur avait fini la lecture des résultats. Il replia son papier et sourit dans le vide. Un grand type jaunâtre, sec comme un canif, des jambes et des bras raides, interminable, maladroit, presque indépendant du tronc et retenu par une attache incertaine. Il quitta l'estrade et rejoignit ses collègues, la besogne achevée. Pas du tout le physique d'un bourreau, mais la mentalité, persuadé d'avoir énoncé la vérité. Un crétin du genre à avoir peur d'une souris, mais qui, pourtant, n'avait pas hésité à prononcer calmement sans trembler une seconde. Adolf Hitler, recalé. L'année précédente déjà, il avait dit la même horreur, mais l'année précédente, c'était moins grave. Hitler n'avait pas beaucoup travaillé et se présentait pour la première fois. En revanche, aujourd'hui, la même phrase devenait une sentence de mort. On ne pouvait concourir plus que 2 fois. Hitler ne lâchait pas des yeux l'appariteur qui riait maintenant avec le surveillant de l'académie. De grands échalas de 30 ans en blouse grise. Des vieux, selon Hitler, qui n'en avaient que 19. Pour eux, c'était une journée ordinaire, une journée de plus. Une journée qui justifiait leur paix à la fin du mois. Pour Hitler, ce jour était le dernier de son enfance. Le dernier où il avait pu encore croire que rêve et réalité s'accommoderaient. Le hall de l'académie se vidait lentement, telle une cloche de bronze qui se débarrasse de ses sons et les envoie dans toute la ville. Pour vivre le bonheur de l'admission ou la tristesse du rejet, les jeunes gens partaient remplir les cafés de Vienne. Seul Hitler restait là, immobile, assommé, livide. Tout d'un coup, il venait de s'apercevoir de l'extérieur comme un personnage de roman. Il est orphelin de père depuis des années, de mère depuis l'hiver dernier. Il n'a plus que 100 couronnes en poche, 3 chemises, une édition complète de Nietzsche dans sa valise. C'est un genre de philosophe, Nietzsche. La pauvreté s'annonce avec le froid. On vient de lui refuser le droit d'apprendre un métier. Qu'a-t-il pour lui? Rien. Un physique osseux, de très grands pieds et de toutes petites mains. Un ami auquel il n'osera pas avouer son échec tant qu'il est vanté de se réussir. Une fiancée, Stéphanie, à qui il écrit souvent, mais qui ne lui répond jamais. Hitler se voit tel qu'il est et il se fait pitié. C'est bien le dernier sentiment qu'il voudrait s'inspirer. Les appariteurs se sont approchés de cet adolescent en larmes. Ils l'invitaient à prendre le chocolat avec eux dans la loge du concierge. Le jeune homme se laissait faire. Il continue à pleurer en silence. Au dehors, le soleil brille, joyeux, dans un ciel d'un bleu décapant, fleuri d'oiseaux. Par la fenêtre, Hitler regarde le spectacle de la nature et ne comprend pas. Alors, ni les hommes, ni la nature, personne ne se mettra à l'unisson de mes souffrances. Hitler boit son chocolat, remercie gentiment les surveillants pour prendre congé. Cette sollicitude ne l'a pas consolé. Comme toutes les attitudes des hommes, elle est générale, fondée sur des principes, des valeurs. Elle ne s'adresse pas à lui personnellement. Elle n'en veut plus. Il quitte l'Académie des Beaux-Arts et va se perdre, à pas menus, les épaules basses, dans la foule de Vienne. Cette ville avait été magnifique, lyrique, baroque, impériale, la scène de ses espoirs. Elle devenait le cadre étroit de son échec. L'aimerait-il encore? S'aimerait-il encore?
Voilà ce qui se passait ce 8 octobre 1908. Un jury de peintres, graveurs, dessinateurs et architectes avait tranché sans hésiter le cas du jeune homme. Très malhabile, composition confuse, ignorance des techniques, imagination conventionnelle. Cela ne leur avait pris qu'une minute et ils s'étaient prononcés sans scrupule. Cet Adolf Hitler n'avait aucun avenir. Que se serait-il passé si l'Académie des Beaux-Arts en avait décidé autrement? Que serait-il arrivé si, à cette minute précise, le jury avait accepté Adolf Hitler? Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie, mais elle aurait aussi changé le cours du monde. Que serait-il devenu le 20e siècle sans le nazisme? Y aurait-il eu une seconde guerre mondiale? 55 millions de morts, donc 6 millions de juifs dans un univers où Adolf Hitler aurait été un peintre? Adolf H. admis. Une vague de chaleur inonda l'adolescent. Le flux de bonheur roulait en lui, inondait ses tempes, bourdonnait à ses oreilles, lui dilatait les poumons et lui chavirait le cœur. Ce fut un long instant, plein étendu, muscles bandés, une crampe extatique, une pure jouissance comme le premier orgasme accidentel de ses 13 ans. Un peu trop de détails. Lorsque la vague s'éloigna et qu'il revint à lui, Adolf H. découvrit qu'il était trempé. Une sueur citronnée rendait ses vêtements poisseux. Il n'avait pas de linge de rechange. Mais peu importe, il était reçu. L'appariteur replia son papier et lui adressa un clin d'œil. Adolphe lui rendit un pétulant sourire. Ainsi, même le petit personnel, même le surveillant, pas seulement les professeurs, le recevaient avec joie à l'académie. Adolphe H. se retourna et vit un groupe de garçons qui se congratulaient. Il s'approcha sans hésiter et leur tendit la main. « Bonjour, je suis Adolphe H. Je viens d'être reçu aussi. » On ouvrit le cercle pour l'accueillir. Le niveau sonore monta. Ce fut une farandole d'accolades, de sourires, de noms qu'on ne disait pas pour la première fois, que l'on n'avait pas le temps de retenir, mais on aurait tutoné pour mieux se connaître. On était en automne, mais cette journée avait la fraîcheur des vrais commencements, et le soleil de la partie semblait rire dans un ciel d'un bleu définitif. Les garçons parlaient en même temps. Personne n'écoutait personne, chacun n'entendait que soi, mais cela revenait à écouter les autres, puisque tous les ennemis exprimaient la même joie. L'un d'eux, cependant, parvint à trancher le brouhaha en hurlant qu'on devait aller fêter sa lâche et canter. Canteur. J'imagine que c'est canteur. En route! Adolphe glissa dehors avec eux. Il était solidaire, il faisait partie du groupe. Désolé. En franchissant le seuil de l'académie, il remarqua derrière lui un garçon immobile, seul au milieu du hall immense qui pleurait silencieusement des larmes dures. L'aptier effleura Adolphe H. Il eut le temps de songer le pauvre, puis, violemment, la félicité l'envahit. Une deuxième vague ravageuse, encore plus forte que la précédente, car c'était désormais une jouissance épaissie, enrichie, une jouissance double, la jouissance d'avoir réussi flanquer la jouissance de n'avoir pas échoué. Adolphe H. venait de découvrir que le bonheur se fortifie du malheur d'autrui. Il rejoignit ses compagnons. Les Viennois se rendaient-ils compte, cet après-midi, qu'ils voyaient pas passer un groupe de jeunes génies? Patience, se dit Adolphe. Un jour, ils saisiront. Les cris et l'allégresse moussaient d'effervescence sous les plafonds de la taverne Canter, tandis que la bière coulait à gros flots dans les chopes. Adolphe H. buvait comme il n'avait jamais bu. Ce soir, il était définitivement un homme. Lui et ses nouveaux amis s'expliquaient les uns aux autres quels grands artistes il allait être, comment il allait, à n'en pas douter, marquer leur siècle, et il commençait même à médire des anciens. C'était une soirée historique. Adolphe H. buvait de plus en plus. Il buvait comme on fait de la musique, pour en être à l'unition des autres, pour se fondre en eux. C'était la première fois de son existence qu'il ne s'affirmait pas contre les autres, mais avec eux. Il se savait peintre depuis des années. Il n'en avait jamais douté, cependant, depuis son échec de l'année précédente. Il attendait que la réalité lui donnait raison. Voilà! Désormais, tout concordait. Il était réintégré à l'univers, on l'avait reconnu tel qu'il se rêvait. La vie se révélait juste et belle. À partir de ce soir, il pouvait se permettre d'avoir des amis. Il buvait encore. Après avoir refait le monde, il s'expliquait maintenant d'où il venait, ce qui faisait leur famille. Au moment où ce fut son tour, Adolphe ressentit une furieuse envie d'uriner et courut aux toilettes.
Son liquide arrosait puissamment la faïence. Il pissait dru. Il se sentait invulnérable. Dans le miroir verdâtre et vérolé, il testa sa nouvelle tête d'étudiant admis aux beaux-arts. Il se sembla que cela se voyait déjà, qu'il y avait une brillance nouvelle dans ses prunelles, un éclat sans précédent. Il s'étudia avec complaisance, posant un peu pour lui-même, se regardant avec les yeux de la postérité, Adolphe H., le grand peintre. Une douleur lui paralysa sur le mâchoire, ses lèvres se couvrirent d'écume, et Adolphe s'abattit sur le lavabo. Ses épaules étaient déchirées par des contractions, les sanglots dévastaient son visage. Il venait de songer à sa mère. Maman. Comme elle aurait été contente ce soir. Elle se ressentit si fière, elle l'aurait pressée contre son sein malade. Maman, je suis reçu à l'académie. Il se figurait très clairement le bonheur de sa mère. Et quand il imaginait cela, c'était l'amour maternel qui était enfin rendu à l'orphelin. « Maman, je suis rendu à l'académie. » Il le répétait doucement, comme une incantation, le temps que l'orage passe. Ensuite, il rejoignit ses amis. « Adolphe, où étais-tu passé? T'as vomi? » Il l'avait entendu. Il l'appelait Adolphe. Il s'est inquiété. L'adolescent fut si ému qu'il prit vite la parole. « Je crois qu'on ne peut peindre aujourd'hui comme il y a 20 ans. L'existence de la photographie nous pousse à concentrer notre travail sur la couleur. Je ne crois pas que la couleur doit être naturelle. »« Quoi? Pas du tout. » Meilleur prétend, et la conversation reprit, jaillissante, capricieuse, comme un bon feu de cheminée. Adolphe s'enthousiasmait pour des idées qu'il n'avait jamais eues. Fût-ce que 5 minutes auparavant, il se lançait dans des théories nouvelles qu'il estimait immédiatement définitives. Les autres réagissaient avec force. Dans les courts moments où il se taisait, Adolphe H. n'écoutait pas ses condisciples, mais songeait volontueusement aux lettres qu'il allait écrire le lendemain. Une à sa fiancée Stéphanie, qu'elle n'aurait désormais plus aucune raison de se montrer si hautaine. Une à sa tante Johanna, qui n'avait jamais cru à son talent de peintre. Une à son tuteur, Meyerhofer, qui s'était permis de lui conseiller de chercher un vrai métier. Une à sa sœur Paula, cette gamine insolente et moche, pour laquelle elle ne ressentait que de l'indifférence, mais qui devait néanmoins réaliser quel grand homme était son frère. Puis une lettre au professeur Robert, cet imbécile qui lui mettait des mauvaises notes en dessin, au professeur Kranz aussi qui, au lycée, s'était permis de critiquer ses assemblages de couleurs, cet instituteur de Linz qui l'avait humilié lorsqu'il avait lu tant, en montrant à toute sa classe son beau trèfle rouge à 5 feuilles. Ça jouait juste ses lunettes comme on prépare un tir. Ces missives servaient autant d'armes destinées à blesser tous ceux qui n'avaient pas su croire en lui. Il éprouvait une délectation féroce à exister. Ce soir, il se sentait bien. Mais demain, il se sentait encore mieux en faisant du mal aux autres. Vivre, c'est tuer un peu. Ainsi, ce 8 octobre 1908, dans les flonflons alcoolisés de la taverne Canter, s'il n'avait pas encore réalisé la moindre œuvre d'importance et n'avait gagné le droit d'apprendre à peindre, le jeune Adolphe H. venait de franchir une étape essentielle sans laquelle il n'y a pas d'artiste. Il se prenait définitivement pour le centre du monde. Bonsoir, monsieur Hitler. Alors, vous avez réussi? Madame Zachrez, sa logeuse, cette sorcière tchèque, avait quitté sa machine à coudre pour se précipiter dans le couloir dès qu'elle avait entendu la clé pénétrer la serrure. Fort heureusement, l'entrée stagnait dans le pénombre et Hitler pensa demeurer peu perceptible à la silhouette massive aux petits jaunes. Non, madame Zachrez, ils n'ont pas proclamé les résultats car l'un des examinateurs, souffrant, n'a pas encore pu rendre ses notes. Madame Zachrez poussa de manière compréhensible. Hitler savait que, si on lui parlait de maladie, on obtenait immédiatement sa crainte et sa sympathie. Et qu'est-ce qu'il y a, ce professeur? La grippe. Il paraît qu'il y a eu une épidémie à Vienne. Madame Zachrez recula d'instinct vers sa cuisine, redoutant déjà qu'Hitler soit porteur de germes dangereux. Hitler avait marqué un point décisif. Madame Zachrez, tu parles d'un nom chien à prononcer, ayant perdu son mari quelques années auparavant d'une influenza mal soignée,
allait s'isoler et ne proposerait même pas au garçon de partager un thé avec elle. Sans doute allait-elle l'éviter pendant quelques jours. Bien joué. Elle n'aurait pas à s'épuiser, à mentir, à parfaire la comédie de celui qui attend ses résultats. Pendant qu'elle posait son manteau, elle l'entendit qui déjà allumait le gaz pour se préparer une décoration de thym, de nom de thym. Je pense que c'est thym qu'on prononce ça. Comme elle devait se sentir coupable de sa retraite hâtive, elle repassa la tête dans le couloir pour demander poliment. « Vous devez être déçu? » Hitler tressaillit. « De quoi? D'attendre encore vos résultats? Oui, c'est agaçant. » Elle le scruta de loin, prête à en entendre un peu plus, mais lorsqu'elle constata qu'elle ne commenterait pas davantage, l'estima avoir été aimable et retourna son fourneau. Hitler s'enferma dans sa chambre. Elle s'assit en tailleur sur son lit et se mit à fumer méthodiquement. Il inhalait la fumée, la faisait tourner dans ses poumons, puis relâchait des volutes épaisses. Il avait l'impression grisante de chauffer la pièce avec sa propre substance. Autour de lui, ses dessins, des affiches d'opéra. Wagner, 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 Weber, Wagner, Wagner. Des esquisses de décors pour le drame lyrique et mythologique qu'il voulait écrire avec son ami Kubizek, les livres de Kubizek, les partitions de Kubizek. Il allait falloir écrire à Kubizek dans la caserne où il effectuait son service militaire. Écrire, lui dire. Hitler se sentit dépassé par l'ampleur de la tâche. Lui, qui avait convaincu Kubizek de le suivre de Linz à Vienne, qui lui avait assuré qu'elle devait être musicien, qu'il avait même inscrit à l'académie de musique au Kubizek. Oh boy, c'est tout des méchants noms dans cette histoire-là, hein. Avait été reçu du premier coup en solfège, composition et piano, lui qui avait été le leader des deux garçons contre les oppositions têtues de leurs deux familles. Il allait devoir avouer que, de son côté, il avait tout raté. Madame Zachary se grattait à la porte. « Quoi? » manda agressivement Hitler pour protéger son intimité. « Il faudra penser à me payer la chambre. »« Oui, le dit. »« D'accord, mais pas plus tard. » Il s'éloigna en traînant des pieds. Hitler regardait avec panique autour de lui. Allait-il pouvoir continuer à payer cette chambre? S'il était entré aux Beaux-Arts, il aurait eu droit à une pension d'étudiant orphelin, mais sans cela... J'ai l'héritage à mon père. 819 couronnes. Oui, mais il ne la toucherait qu'à sa majorité, dans 5 ans. D'ici là, son cœur s'affola. Il contempla la chambre d'un regard maussade. Il ne pourrait même pas rester ici. Tant qu'il était étudiant, il pouvait se contenter de peu. Maintenant qu'il n'était plus étudiant, il était pauvre. En 3 portes claquées, il se retrouva dans la rue. Il fuyait sa chambre. Il devait marcher. Il fallait imaginer une solution. Sauver la face. D'abord sauver la face. Ne rien dire à Kubizek. Et puis dégoter de l'argent. Maintenir des apparences normales. Il avançait à grande enjambée du sourd sur les trottoirs de Maria-Hilf, un des quartiers les plus pauvres de Vienne, un quartier qui aurait dû paraître neuf tant qu'il était récent, mais dont les immeubles pleins à craquer se fissuraient déjà. Une lourde odeur de marron chaud barbouillait les façades. Que faire? La loterie. Hitler exulte, bien évidemment. Voilà la solution. C'est pour cela que la journée s'est ainsi mal passée. Tout a un sens. Le destin lui a interdit la réussite à l'académie parce qu'il lui réserve une bien plus belle surprise, devenir millionnaire. Cet après-midi n'était qu'une épreuve initiatique, une passe dangereuse qui forcément devait déboucher sur la lumière, un billet de loterie. Il n'avait perdu que pour gagner encore plus. C'était évident. Comment avait-il pu douter? Le premier billet du premier vendeur venu? Voilà ce que lui disait sa voix intérieure. Le premier billet du premier vendeur venu. Justement, derrière un brasero dont les charbons ardents noircissaient les châtaignes, se tenait une infirme qui proposait des billets aux passants. Hitler contemplant l'hydropique boursouflé comme une apparition, ou plutôt une confirmation céleste. La fortune était là, devant lui, assise sur une chaise pliante en toile, les pieds dans le caniveau, sous la forme d'un clochard sans dents aux membres boudinés, comme dans les contes de son enfance que lui lisait sa mère.
Hitler tâta nerveusement sa poche. Avait-il de la monnaie? Miraculeusement, il avait juste la somme. Il y vit un signe de plus. Le cœur battant, il s'approcha de la masse de chair liquide et demanda « Un billet, s'il vous plaît. »« Lesquels, monseigneur? » s'inquiétait le monstre en tenant d'accrocher un œil vitreux sur le jeune homme. « Le premier qui vous tombe sous les mains. » Hitler regardait avec fascination le phoque humain palper des billets, hésiter, puis en détacher un d'un coup sec. « Et voilà, monseigneur, et on peut dire que vous avez de la chance. »« Je sais, » répondit Hitler dans un souffle, rougissant violemment. Il saisit le billet, le serra contre son cœur et s'enfuit en courant. Il était sauvé désormais. Il tenait son avenir contre lui. Il était persuadé que c'était sa mère morte qui, du ciel, lui avait envoyé cette salvatrice inspiration. « Merci, maman, » dit l'enfant, courant toujours, les yeux levés vers les étoiles que les toits sombres cachaient. Une première commande. Adolphe H., le cheveu raide, le pyjama tire-bouchonné, les cheveux encore gonflés par la levure de la barbe couple qui barrait l'entrée du couloir, la courte et massive Madame Zacrèse et le monumental Nepomuk, célèbre boucher de la rue Barberousse. Il se dandinait maladroitement devant lui, gêné, suppliant, comme de lointains cousins en visite. Nepomuk a toujours rêvé d'une enseigne peinte, miaula la logeuse. Oui, une belle enseigne avec mon nom et de la couleur, confirma Nepomuk. Une première commande, il s'agissait bien d'une première commande. On voulait déjà s'offrir le talent du peintre Adolphe H. Le garçon éprouvait un étonnement si muet que Nepomuk crut qu'il ne s'intéressait pas à sa proposition. « Naturellement, tu seras rétribué, dit-il d'une voix plus faible. « Bien sûr, approuva chaleureusement Madame Zacrèse. Tu es jeune, mon garçon. Tu viens juste de rentrer à l'Académie des Beaux-Arts. Je ne peux pas donc te rétribuer comme si tu en sortais. » Adolphe pensa avec bonheur que, dans quelques années, il serait effectivement plus cher. Pour la première fois, il voyait un intérêt à vieillir. « Donc, tu es jeune. On peut même dire que, d'une certaine façon, je prends un risque en t'employant. »« Je vous propose un marché, » l'interrompit Adolphe. « Nous fixons un prix maintenant. Si l'enseigne vous plaît, vous la payez. Si elle ne vous plaît pas, vous ne la payez pas. » Les tissus du boucher se plissèrent. L'artiste parlait un langage qu'il comprenait. « J'aime ça, mon garçon. Alors, moi aussi, je te propose quelque chose d'intéressant. Je te paye soit en argent, soit en marchandises. 10 couronnes en argent, autrement 2 saucisses par jour pendant 1 an, ce qui représente plus que 10 couronnes. » Madame Zacrèse se trémoussa. Quelle générosité, Nepomuk! Naturellement, Madame Zacrèse aura sa petite commission, puisqu'elle nous a présenté. La logeuse gloussa de plaisir et laissa échapper quelque chose en tchèque que personne ne comprit. Il sembla clair à Adolphe que la veuve avait des vues sur le puissant boucher. L'étudiant était un peu ennuyé par ce marchandage qui ne lui semblait guère digne de son talent. Midi approchait, la faim lui creusait acidement l'estomac. Il songea avec délice à son déjeuner. « 1 an de saucisse? 1 an de saucisse? T'as plat, mon garçon! » Et Adolphe laissa Nepomuk broyer sa fine main d'artiste dans sa poignée d'étrangleur d'animaux. Vers 3 heures, il se rendit rue Barbemousse pour honorer sa grande commande. Sa première commande, je veux dire. Nepomuk l'accueillit avec de grandes exclamations et de non moins fortes tapes cordiales sur le dos, comme s'il recevait la visite de son genre. « Viens, j'ai tout préparé. » Il se traîna jusqu'à l'arrière-boutique marronasse qui se sentait la pissotière. « Et voilà !» dit-il en ouvrant théâtralement les bras, fier comme si un prestidigitateur qui achève un tour lance le signal des applaudissements. Le spectacle était épouvantable. Nepomuk avait tout préparé en effet. Sur un trépied, il avait posé la planche de bois vierge qu'il devait servir d'enseigne et, sur un établi en face, il avait composé lui-même le tableau. Toutes les spécialités de la maison posées sur une à côté des autres. Tête de porc, langue de bœuf, pied de cochon, cervelle d'agneau, foie, cœur, poumon, rognon, saucisse, boudin, salami, mortadelle, jambon, tripes, oreilles de veau, tous les produits qui faisaient la fierté et la prospérité de la maison Nepomuk. Adolphe eut le haut de cœur. « Je dois peindre tout cela? Pourquoi? Tu ne sais pas? Si?
Mais j'avais pensé à une scène mythologique, par exemple, un moment tiré d'un opéra de Wagner, ou... De quoi tu me parles, mon garçon? Je veux que tu me peignes tout ça que je propose à mes clients. Rien d'autre. Si, mon nom dessus. Et là, tu fais comme tu veux. C'est pour ça que je te paye. Adolphe pensa à ce qu'avait vécu Michel-Ange lorsqu'il était commandité par ce lourdeau de pape Jules II. À toute époque, l'humiliation adorait-elle le lot de génie sur cette terre? Il avala sa salive acquisa de la tête. Combien de temps me donnez-vous? Autant que tu veux, mais je te signale qu'au bout de 3 jours, la viande va bouconner et les couleurs vont changer. L'énorme n'est pas mieux qu'éclata de rire, flanquant une bourrade dans le dos d'Adolphe et regagna la boutique où des clients l'attendaient dans un brouhaha de poulet à l'enclos. Livré à ses crayons et ses pinceaux, Adolphe fut un instant de panique. Il ignorait par quoi commencer. Devrait-il faire un fond avant de dessiner les sujets? L'inverse, fusain, crayon, gouache, huile, il n'en savait fichtrement rien. Allons, il ne pouvait pas être un imposteur, puisqu'on l'avait admis à l'Académie des Beaux-Arts. 69 aspirants avaient été repoussés. Lui avait été accepté. Il devait donc forcément savoir. Il redisposa les viandes mortes sur l'établi. Il peignait à ranger de manière harmonieuse. Enfin, il se lança dans la tâche. Il était un peintre reconnu, il allait se le prouver. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle ne quitta que brièvement, pour quelques heures, d'indispensable repos, l'arrière-boutique de Nepomuk. Ses pensées n'étaient plus occupées par ces blocs de chair, le rendu sur la planche, le mélange de couleurs, la façon de marbrer le rose avec le blanc pour évoquer le gras du jambon, de rougir un fond noir pour faire apparaître le cœur profond de l'aloyo, pulvériser du beige sur le gris pour rendre goûteuses les rillettes, polir au doigt les volumes du cerf-volant, trouver une brosse dure au poil épaisse pour constituer la chair graillée du salami. Comme toujours dans ces périodes d'exaltation, il avait cessé de s'alimenter et se nourrissait que de fumée lors des pauses cigarettes. De temps en temps, le boucher venait jeter un coup d'œil à l'avancement de son enseigne. D'abord sceptique, critique, il le gratifiait désormais d'un silence respectueux. Le fumet de chair en décomposition s'ajoutait désormais au relent d'ammoniac. Dans cette chaleur de resserre, les chairs mortes s'oxydaient et se putréfiaient plus vite. Côte et filet, n'est plus difficile à peindre, commençaient à puer sérieusement la gueule de chien. Une odeur lourde, pesante, immobile. Une odeur installée d'agonie figeait la pièce comme une glauque vernie de maître. Adolphe ne faisait plus la part de la fatigue, de l'écœurement et du dégoût. Fiévreux, il n'avait plus qu'un but, finir. Les tableaux de Cranach et Bruegel montraient l'enfer comme une rôtissoire, lui semblait maintenant une vision ethnique de l'au-delà. Le véritable enfer, c'était cette tâche qui tenait clouée dans ce trou de boucher, à saisir sur sa planche le peu de forme qui suintait encore de ses charognes. Le 5e jour, il n'avait toujours pas conclu. Il ne lui restait que quelques heures dans la nuit, car au matin, il devait aller prendre ses cours à l'académie. L'année commençait. Il travaillait rageusement. Ses doigts lui faisaient mal. Les pinceaux avaient mis à vif leur peau délicate. Les yeux boursouflés se fermaient presque par réflexe. Peu importe, il finirait. À minuit, il avait achevé la composition. Il ne lui restait plus que les lettres. Au matin, l'enseigne était terminée. Le jour pointait. À 6 heures, Nepomuk descendit de sa chambre et découvrit l'œuvre. Les yeux écarquillés, la bouche ouverte, il considéra son enseigne pendant de longues minutes. Ébahi, Adolphe le regardant et découvrit que Nepomuk ressemblait en fait à une grosse saucisse. Une grosse saucisse large et haute, sans cou, refermée par une petite tête. Une saucisse habillée. Une saucisse avec quelques poils qui sortaient du col. Que c'est beau! Des larmes de joie et d'attendrissement coulèrent sur les joues de Nepomuk. Tiens, une saucisse qui pleure, pensa machinalement Adolphe. La saucisse ouvrit ses bras et serra le peintre contre elle. Puis Nepomuk voulait absolument qu'ils prennent leur déjeuner ensemble. Adolphe se dit qu'il n'était peut-être pas inutile de se redonner quelques forces, puisque dans 2 heures, il devra affronter son premier cours. Il avala son bronché tout ce que Nepomuk
fit risoler dans ses poils, puis, lorsqu'il tenta d'ajouter dans son estomac quelques gouttes de café, il se sentit étouffé. Il n'eut qu'une minute pour courir au fond du jardin où il vomit d'un bloc la boutique Nepomuk. Plus jamais, c'est décidé. À partir de ce jour-là, plus jamais il mangerait de viande. Il deviendrait végétarien, pour toujours. Fait intéressant, Hitler était un végétarien, mais pour de vrai. Elle se précipita chez Madame Zacrise, se lava en hâte au lavabo, se changea. Malgré le linge propre et ses ablutions, il était persuadé d'empester encore la décomposition. Puis il courut à l'académie. Il n'avait qu'une minute pour retrouver ses amis. Déjà la cloche sonnait. Il devait monter en salle 5, dans l'atelier verrière. Là, il pénètre dans une salle surchauffée, près d'une estrade couverte de coussins, une poêle dégageait une chaleur égourdissante. Chaque élève prit place devant un chevalet. Le professeur leur fournit des fusains. Une femme entra, un kimono, monta sur l'estrade et, subitement, défit sa ceinture et laissa glisser la soie à terre. Adolphe Fache ne croyait pas ses yeux. Il n'avait jamais vu une femme nue. Il avait chaud, trop chaud. Elle était belle et lisse, sans un poil, sur un corps mordoré, comme une saucisse. Ce fut la dernière chose que pensa Adolphe, avant de s'effondrer sur le plancher, évanoui. Dans quelques minutes, elle sera riche. La semaine avait passé, comme un frémissement. Certes, il a fallu attendre, mais la certitude de gagner lui a permis de traverser tel un éclair ces longs jours creux. Son billet chaud et humide dans la main, Hitler attend l'affichage de la loterie. Celui qui, à la fois, dans son cœur, possède la plus grande force du monde. Cette parole que le murmuraient les lèvres adorées de sa mère lui a servi de bâton pour se tenir debout. Un régime moral tout autant qu'un régime alimentaire. Il a jeûné et il a surmonté l'épreuve de son échec. Il croit de nouveau en lui, en son destin. Le fonctionnaire de la loterie sort de la chaussée et ouvre la boîte vitrée où il va placarder le résultat. Le cœur d'Hitler fait un bond. Il s'approche. Il ne comprend pas. Où est l'erreur? Sur son billet? Sur la fichette pour porter par l'employé? Pourtant, il y a une erreur. Hitler le sait d'un savoir certain. Un accord s'est conclu entre le ciel, sa mère et lui. Un pacte sacré qui doit le faire gagner. C'est même uniquement ce prix, au prix de cette compensation, qu'Hitler n'a pas été à l'Académie des Beaux-Arts. C'est clair pourtant. L'erreur persiste. Hitler a déchiffré 20 fois les nombres, les a comparés chiffre par chiffre, les a mis à l'endroit, à l'envers, rien n'y a fait. La différence persiste, s'aggrave, sans tête. Hitler devient de plomb, lourd, froid, impotent. La réalité a pris le dessus, la magie a fui. L'univers n'a tenu aucune de ses promesses. Hitler est seul au monde. Tous ses camarades furent très impressionnés par le récit d'Adolphe H., décrocher une première commande à 19 ans. Et puis, qui plus est pour peindre une nativité dans une chapelle privée chez un comte si célèbre qu'Adolphe refusait d'en dire le nom. L'histoire avait rapidement fait le tour des élèves de la première année, aussi vite que celle de son évanouissement. Il redoutait le prochain cours de nu. Si il se troublait de nouveau devant la femme impudique et offerte, on serait définitivement qu'elle n'était qu'un puceau puritain. Il occupa donc ses heures libres dans la chambre à recopier des femmes nues trouvées dans une anthologie de la gravure. Il apprivoisait son trouble, dessinait une cuisse, galber un sein lui donnait des grandes émotions, tendait son pantalon, l'amenait même à des extases solitaires. TMI. Mais il ne évanouissait pas. Ça le suffirait-il, protégé par sa solitude, les murs de sa chambre, le fait qu'il ne reproduisait que des lignes avec son crayon, il parvenait éventuellement à se dominer. Rien ne prouvait que devant les chairs palpitantes de la femme si redoutablement proche, présente et nue, il ne sombra pas de nouveau. Arriva l'heure du cours fatal. Les étudiants envahirent la verrière surchauffée. Adolphe, devant tout le monde, se rendit à son chalet presque à tantôt. Le modèle monta sur l'estrade, il y a un murmure de dépit. C'était un homme, insolent, le menton tondu, le visage fermé, les yeux presque clos, résolument indifférent à l'insatisfaction de ses 40 adolescents en rue. Il posa son caleçon,
joua de ses muscles secs et prit nonchalamment une pause athlétique. Le soulagement d'Adolphe allait au-delà de ses espérances. Il regardait en souriant ses camarades qui, trop désappointés, lui prêtaient d'ailleurs aucune attention. Adolphe prit son fusain et commença à crayonner. Il entendit un petit brouhaha dans le coin gauche. Certains élèves échangeaient à voix basse, d'une voix sifflante, des paroles d'indignation. Après avoir vérifié qu'il ne pouvait s'agir de lui, Adolphe H ne prêtait plus attention à ce groupe et concentra sur son dessin. Mais les 4 garçons posèrent violemment leurs crayons, cessèrent leur affaire, marchèrent avec bruit vers la porte et, justement de quitter la pièce, lancèrent au professeur « C'est inadmissible! Absolument inadmissible! » Le professeur détourna la tête comme s'il n'avait pas entendu et, à bout de colère, les 4 élèves conquèrent la porte. Adolphe H se pencha vers son voisin, Rodolphe. « Qu'est-ce qu'ils ont? Ils refusent de dessiner ce modèle. Pourquoi? Parce que c'est un homme? » Rodolphe fit une moue pour signifier qu'il condamnait le comportement des 4 garçons. « Non, parce que c'est un juif. » Adolphe était abasourdi. « Un juif? Mais comment le savent-ils? » Il erre dans les rues de Vienne, vidé de tout désir. Les yeux vissés à ses chaussures. Il ne voit rien, n'écoute rien et s'alimente à peine. C'est le remarque qu'il faiblit. Il croque activement quelques marrons chauds achetés à la sauvette, qu'il arrose parfois d'une bière. À la nuit calcinée, il rentre chez Madame Zachrys. Même s'il ouvre la porte silencieusement, il traverse le couloir en chaussettes. Elle lui saute dessus, lui harcèle pour obtenir son loyer. Il s'en tire par quelques promesses proférées d'une voix blanche pendant que le banc en retraite jusqu'à sa chambre. Mais Madame Zachrys ne le croit plus et menace d'appeler ses cousins, des costauds qui travaillent en marché, pour lui faire comprendre ce qu'elle dit. Bien sûr, il pourrait écrire une lettre suppliante à sa tante Johanna pour obtenir de quoi de se tirer de ce mauvais pas. Mais cela ne sortirait pas de l'impasse, même s'il paye 1 mois de plus, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Que va-t-il devenir? Sa plus grande douleur vient de ce qu'il ne sait plus quoi penser de lui-même. Jusqu'ici, il n'a jamais douté de lui, des oppositions, des scènes, il en avait connu, des insultes, des remarques acerbes, il en avait reçu, mais rien n'avait jamais ébranlé sa confiance. Il s'estimait un être singulier, exceptionnel, au-dessus du lot, plus riche d'avenir et de gloire que n'importe quel autre. Il s'était contenté de plaindre ceux qui ne rendaient pas encore compte. Devant son père, petit fonctionnaire obtus, violemment et raisonneur, puis après son décès, devant son trop-liste tuteur, Hitler avait continué à se considérer avec les yeux même de sa mère. Des yeux remplis d'adoration et de rêves merveilleux. Il s'aimait, il se voyait pur, idéaliste, artiste, exceptionnel, constamment placé sur la lumière éblouissante de sa bonne étoile. En un mot, supérieur. Mais sa mère était morte l'hiver précédent. Et après les résultats de l'académie, puis ceux de la loterie, son regard venait de s'éteindre. Hitler se laissait maintenant moisir par le doute. Et s'il avait passé plus de temps à se convaincre qu'il était un peintre qui y travaillait effectivement, il est vrai qu'il n'avait quasiment pas pratiqué ces derniers mois. Et s'il investissait plus son énergie à se croire supérieur qu'à le prouver vraiment, cet examen de conscience le ravageait. Si l'intelligence de certains est arrivée par le doute, celle d'Hitler en sortait en moindre. Sans enthousiasme, sans passion, il ne liait même plus 3 idées ensemble. Son esprit ne fonctionnait que dans l'exaltation. Giflé par la réalité, privé de rêve et d'ambition, son cerveau engourdi ne fonctionnait guère plus que celui d'une huître. Au matin, Madame Zachrys, les seins ballottants, dans sa chemise de nuit cramoisie, fit interruption dans la chambre d'Hitler, rompant toutes les lois taquites que lui interdisaient de pénétrer ce territoire. « Si je n'ai pas l'argent de 2 jours, monsieur Hitler, je vais vous mettre dehors. J'ai plus de promesses, je vais mon loyer. » Et elle repartit en claquant la porte, allant passer sa hargne sur des casseroles qu'elle manipulait violemment. Cette intrusion fut salutaire à Hitler. Au lieu de se perdre de nouveau dans une trop profonde songerie sur lui-même, il se concentra sur un problème précis, payer sa sous-location à Madame Zachrys. Il sortit dans les rues et cette fois-ci regarda tout autour de lui. Il devait trouver du travail. Vienne s'était immobilisée dans un temps sale de novembre. Un froid gris et tenace figeait l'atmosphère comme du ciment.
Les arbres se dépouillaient et, pendant que les rares haies s'éclaircissaient, branches et troncs fonçaient. Les avenues naguère vertes et fleuries devenaient des allées de cimetières. Les anciennes frondaisons tendaient leurs doigts secs vers un ciel d'ardoise, et les pierres viraient à la dalle funéraire. Hitler considérait attentivement les pancartes chez les commerçants. On cherchait des vendeurs, des caissiers, des garçons de livraison. Il songeait aux multiples rapports humains qu'il devrait alors endurer, à l'amabilité et qu'il serait forcé de déployer. Il se sentit épuisé à l'avance. Il ne voulait non plus pas plus d'un destin de gratte-papier, même si ce n'était plus paisible. Cela aurait été consentir à ce qu'avait toujours refusé à son père. Jamais, de toute façon, il ne cherchait ni un métier ni une carrière, mais juste un peu d'argent pour payer Madame Zacrise. Il aperçut un chantier, trou béant au milieu des façades, comme une canine manquante sur la dentition saine de la ville. En équilibre sur une planche, un homme brun chantait joyeusement, en empilant des briques. La belle voix mate, souple, méditerranéenne envoyait des bouffées d'insouciance italienne entre les murs. D'autres travailleurs tchèques, slovaques, polonais, serbes, roumains et rutènes s'envoyaient planches, briques, sacs et clous dans un Allemand déformé et rudimentaire. Attiré par la voix du maçon, Hitler s'approcha. « Y a-t-il du travail pour moi, ce chantier? » L'Italien s'arrêta de chanter et fit un grand sourire à Hitler. « Qu'est-ce que tu sais faire? » Il sembla à Hitler que le sourire de l'Italien réchauffait même l'air froid. Peindre, surtout. Il y eut un léger désappointement sur le visage de l'Italien. Hitler se reprit. « Mais je peux faire autre chose. Il faut que je gagne ma vie, » ajouta-t-il en baissant la tête. Les ouvriers éclatèrent de rire. Ils se doutaient bien que ce garçon maigre au teint d'encaustique n'avait pas mangé à sa faim depuis longtemps. Une main chaude le saisit par l'épaule et le pressa contre un torse vivant. Guido lui donnait l'accolade. « Viens, mon gars, on va trouver quelque chose. » Hitler avait eu un instant la tête contre la poitrine de l'Italien. À sa grande surprise, l'homme sentait bon, une fraîcheur de lavande qui lui rappela l'armoire de sa mère. Il se laissa prendre par la main, donner des tapes cordiales dans le dos pour être monnaie au contremaître. Bien qu'Hitler eût l'horreur des contacts physiques, il se laissait faire par l'Italien. Ça n'avait pas d'importance, c'était un étranger. Et puis, quelle aubaine, il ne serait entouré que d'étrangers sur ce chantier. Non seulement personne de Vienne ne le reconnaîtrait, mais encore sa seule nationalité le rendait supérieur à tous ces hommes. Hitler fut engagé et devint donc gâcheur de mortier pour Guido. Bien entendu, il n'avertit pas Madame Zacrise de sa nouvelle situation. Il se contenta de la payer, tâchant seulement de lui faire honte de son comportement précédent. La veuve tchèque marmonna quelques excuses pâteuses et fut complètement réchauffée par le contact froid des pièces. Hitler ne détestait pas du tout ses journées au chantier. Au contraire, il avait l'impression que ce n'était pas lui qui mêlait l'eau au ciment. Il se sentait presque en vacances. Il était comme débarrassé de lui-même. Sans bien discerner pourquoi, il appréciait Guido, l'éternelle joie de l'Italien, son sourire désarmant, ses paupières rieuses, sa poitrine velue, qu'il montrait sans gêne aucune, la force virile qui éclatait en lui, qui conduisait ses gestes, sa voix, son italien tendu et sonore, ses bras et cuisses propres à n'importe quel effort, tout cela éclaboussait clair comme un soleil au cœur de l'hiver. Il se réchauffait auprès de lui, il reprenait de la vigueur, il buvait son humeur, parfois même il souriait. Guido aimait bien le petit autrichien, mais comme cela sans plus, ainsi qu'il aimait tout le monde. Hitler appréciait hautement cette affection indifférenciée, cette bonhomie qui ne l'engageait pas trop. Il faisait bon vivre dans l'air qui respirait et brassait Guido. Parfois, après le travail, il allait prendre une chope ensemble. Hitler aidait Guido à corriger son allemand. Le précieux changement de rôle, le soir, à la différence du jour, c'était Guido qui lui obéissait. Il aimait que les lèvres de l'Italien répètent les mots qu'il lui avait dictés. Il aimait que l'Italien se donne comme but de l'imiter. Il aimait les éclats de rire qui ponctuaient ses erreurs. Il l'aimait aussi à la fin de chaque séance. Le sourire exaspéré de Guido qui gazouillait, dans son allemand joyeux, déformé par les couleurs et les épices,
de la Vénétie natale qu'il n'arrivait jamais à parler la langue de Goethe. Hitler jouissait alors d'une supériorité absolue et reconnue. Et il en était si redevable à Guido qu'il trouvait alors les mots qui l'encourageaient à tenir jusqu'à la prochaine leçon. Au moment de se séparer, Guido demandait toujours à Hitler où il logeait. Hitler noyait la question. Il ne voulait surtout pas que Guido, avec sa franchise prolétarienne, pénétrât dans la chambre où il pouvait encore se croire un artiste étudiant. Lorsque Guido lui avait proposé d'aller rendre visite aux prostituées avec lui, Hitler dut inventer qu'il était déjà marié et que tous les soirs il tenait à retrouver sa femme. Guido jeta alors un coup d'œil furtif sur les petites mains dépourvues de toute alliance, mais ne releva pas le mensonge. Elle se contenta de lui faire un clin d'œil complice en murmurant « Ça ne fait rien. Si un soir tu en as envie, je t'emmènerai. Je suis sûr que tu ne sais même pas où c'est. » Hitler demeura estomaqué. Il était contre la prostitution, il ne souhaitait pas rencontrer une de ces femmes vénales, mais Guido avait vu juste, il ne savait même pas où se trouvait le quartier chaud. Il se sentait pris en flagrant défaut de virilité. On entrait dans l'hiver, rien n'altérait la vigueur de Guido. Lui, Hitler, ne se quittait quasiment plus. Un vendredi, Hitler en vint dire quelque chose d'important à Guido, qu'il avait une très belle voix de baryton verdien, qu'il ne méritait pas de rester sur un chantier et qu'il devait devenir chanteur d'opéra. « Bon, dans ma famille, tout le monde a une voix comme moi, » dit Guido en haussant les épaules, « et nous sommes tous maçons de père en fils. Mais pourtant, moi, qui ai beaucoup allé à l'opéra, je t'assure que, laisse tomber, ce n'est pas des gens comme nous qui deviennent artistes. Il faut avoir le don, il faut être né dedans. » Cela coupe court à la conversation qu'Hitler voulait engager. Après avoir fait ce compliment à Guido, il avait pensé lui parler de ses talents de peintre. Il voulait lui faire comprendre qu'ils étaient tous les deux différents, mais Guido avait clos la confidence en résumant de façon péremptoire, ce ne sont pas des gens comme nous qui deviennent artistes. Chaque soir, Guido l'entraînait un peu plus près du quartier des prostituées. Il lui lançait avec un grand sourire. « Ce n'est pas parce que tu es marié que tu n'as pas le droit d'être plaisir. » Hitler opposait une résistance farouche aux propositions de ses camarades, mais il cédait du terrain et finit par passer la porte d'un bordel. Dans la salle enfumée, au milieu de ces filles au sourire facile, aux gestes caressants, au déhanchement constant, aux décollés ahurissants, aux jambes trop facilement écartées, Hitler se sentit immédiatement mal à l'aise. Guido expliqua aux filles qu'il fallait laisser son ami tranquille, que celui-ci l'avait accompagné par gentillesse, mais qu'il ne voulait rien consommer. Cela réfréna un peu les gestes des filles sans changer grand-chose à la gêne d'Hitler, ou regarder sans se salir, ou poser les yeux sans se rendre complice de ce spectacle dégradant, comme à même respirer et s'inspirer aussi la honte. Guidet tenait 3 femmes sur ses genoux, et toutes semblaient se disputer en gloussant la faveur de monter avec lui. Hitler ne reconnaissait plus son ami. Ce qu'il avait aimé à Guido, c'était l'Italie. L'Italie fastueuse et simple, vive et décadente, présente et absente, où, dans la voix d'un prolétaire, traînaient toujours les arts de l'opéra. Mais ce soir, il n'aimait plus Guido. Il n'aime plus l'Italie. Il ne voyait que la vulgarité épaisse, charnelle, fumante, offerte. Lui, tout au contraire, il se sentait pur, puritain, germanique. Pour combattre sa déception intérieure et pour se donner une contentance, il saisit un crayon et, sur la nappe du papier, il dessina Guido comme il le voyait, un Satan qui puait le sexe. Il crayonnait furieusement, arrondissant une bouche, arrondissant une boucle, ourlant la bouche, charbonnant l'œil, ombrant les reliefs saillants du visage vénitien, crachant sur le papier sa haine de cette beauté triviale. Soudain, il rendit compte qu'il avait tout changé autour de lui. Chacun s'était tu, tout le monde s'était approché. On regardait le jeune homme tracer, dans une transe flamboyante, son portrait de l'Italien. Hitler sursautait et les dévisagea avec honte, furieux de s'être laissé aller à indiquer ce qu'il pensait. Il s'était découvert, on allait le reprocher de son mépris. « C'est magnifique !» s'exclama une fille. « Encore plus beau que le modèle !» murmura une autre. « C'est incroyable, Adolfo. Tu es un vrai peintre. » Guido contemplait son camarade avec admiration. Il n'aurait sans doute pas eu l'air plus surpris si on avait appris qu'Hitler était milliardaire.
Il le pina plusieurs fois de la tête, convaincu. « Tu es un vrai peintre, Adolfo, un vrai peintre. » Hitler se releva brusquement. Tout le regarda avec crainte. Il se sentit bien. « Bien sûr que je suis un vrai peintre. » Il déchira la portion de la nappe qui portait à croquis et l'attendit à Guido. « Tiens, je te le donne. » Puis il tourna les talons et sortit. Il savait qu'il ne reverra jamais Guido. Il s'est encore évanoui. Pourtant, au début, il avait réussi à conserver une respiration régulière lorsque la soie du peignoir avait glissé, tel un juron jusqu'au sol. La femme avait gracieusement retenu son chignon qui semblait vouloir suivre le chemin du peignoir et, mutine, le coude en l'air entre l'audace et l'effarouchement, elle avait offert son dos et ses fesses nues à l'assistance. Adolphe H. avait tracé ses premiers traits avec inquiétude, avec circonception, comme on craint d'entrer dans l'eau froide. Il guettait son malaise, et il craignait du bout du fusain, persuadé qu'un croquis plus ferme allait le faire défaillir. Mais rien de terrible ne se produisait en lui. Il avait beau se palper et s'ausculter intérieurement, il ne se sentait pas défaillir. Il avait donc repris confiance et affermi sa main. À très gras, appuyé, il traça la silhouette de chair, puis il esquissa les fesses et la galbe des cuisses. Enfin, elle s'appasionna pour le rendu des cheveux. À la 10e minute, il était parvenu à fixer sur son carton un croquis qui lui rappelait la Leda à signe gravé par Léonard. Le professeur acheta la clochette, les étudiants changèrent de feuille, le modèle se retourna. Adolphe n'eut pas le temps de maîtriser ce qui suivit. La femme, cherchant une pause, eut la main qui s'égara sur la poitrine et sous son ventre. Adolphe en suivit des yeux le parcours, fut secoué par une force violente et un éblouissement et s'écroula. Le cours suivant fut attendu avec impatience par l'établissement tout entier. Professeurs, intervenants, élèves de tous les cycles, chacun connaissait l'histoire du puceau en première année qui s'évanouissait devant la femme nue. Adolphe monta les escaliers qui conduisaient au cours fatidique en cours d'année qui se rend au mur d'exécution. Sa pensée se brouillait déjà. Une partie de lui voulait, cette fois, résister au malaise. Une autre voulait y céder le plus vite possible. Quoi qu'il arrive, que ça arrive vite, qu'on en finisse. Il se plaça devant son carton, tête basse. La femme se leva et le silence se fit lourd, total, compact. On croyait entendre un roulement de tambour. La femme s'avança, tout au bord de l'estrade. Elle s'immobilisa devant Adolphe et le visa. Elle manipulait lentement la ceinture de son kimono, comme projeter son geste, tiré au bon moment. Soudain, le coup partit, la soie glissa, la chair nue apparut dans une déflagration nacrée, et Adolphe s'effondra. Il était tombé si vite qu'il n'avait pas entendu l'immense hurrah qui avait soulevé les poitrines de tous les élèves enthousiastes. Le soir même, dans la solitude enfumée de sa petite chambre, il réfléchit. Elle ne pouvait continuer ainsi. Elle ne passerait pas 3 ans à tomber en syncope et à se donner en spectacle. Il fallait qu'il guérisse. Guérir, le mot venait d'être formulé. Il se précipita sur le bureau et écrivit immédiatement au docteur Bloch. Bloch, pas trop sûr comment ça se prononce. Adolphe éprouvait une réelle confiance en celui qui avait pris soin de sa mère. Elle s'achètait plus d'une confiance en l'homme qu'une confiance en le médecin. Adolphe ne s'illusionnait pas sur sa capacité à soigner. Cependant, qui pouvait aujourd'hui arrêter un cancer? Mais il avait apprécié avec reconnaissance comment le docteur Bloch avait accompagné et soulagé les souffrances de sa chère maman. Dans la courte missive qu'il rédigea, il ne donna aucun détail. Il se contenta de signifier avec suffisamment d'angoisse son inquiétude et son désir de consulter rapidement. La semaine suivante, Adolphe décida de ne pas prendre le risque d'aller au cours de nuit. Il manqua, de la veille, en faisant porter un mot par la veuve Zacrise, prétextant une indigestion. Le même jour, alors qu'il ruminait sur son lit, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il entendit jaillir, joyeuse, la voix du docteur Bloch dans le couloir. « Adolphe, je partais pour Vienne quand j'ai reçu ta lettre. » Le médecin, un grand homme avenant au nez précis, aux beaux sourcils d'un noir bleuté qui semblait ainsi que les lacis de sa moustache et le collier de sa barbe, tracé à l'encre de Chine, souriait à Adolphe de toute sa bouche ourlée et granat qui faisait fondre sa clientèle féminine à l'aise. Adolphe était ému. On avait accouru, on avait pensé à lui.
Il avait l'impression de retrouver quelqu'un de sa famille. Le docteur Bloch entra dans la chambre de l'adolescent et parla d'abord de petites choses sans importance. Adolphe appréciait cette voix grave, chaude, vibrante, qui créait une identité immédiate avec qui l'écoutait. « Eh bien, Adolphe, de quoi souffres-tu? »« De rien, répondit-il, car il se sentait bien tout à coup. Ce n'est pas l'impression que me donnait ta lettre. » Le docteur Bloch s'assit et regarda avec attention le garçon. « Dis-moi ce qui se passe. » Adolphe crut qu'il n'arriverait jamais à exposer son histoire honteuse, mais sous le regard bienveillant du quadragénaire, les mots se bousculèrent et tout fut raconté. Adolphe, au fur et à mesure, avait déjà l'impression d'être soulagé quand il évacuait son problème. Maintenant, ce serait celui du docteur Bloch. Celui-ci, lorsqu'il eut tout entendu, se gratta longuement la tête. En quelques questions, il vérifia qu'Adolphe avait bien bu et s'était convenablement alimenté avant ses évanouissements, puis ses confirmations obtenues, il redevint pensif. Adolphe H. se sentait tout à fait bien désormais. Il avait confiance. Il était même impatient d'avoir le diagnostic, puis le remède du docteur Bloch. Le praticien fit quelques pas hésitants autour du lit. « Adolphe, réponds-moi comme un grand frère qui t'aime. As-tu déjà fait l'amour avec une femme? Non. En as-tu envie? Non. Sais-tu pourquoi? J'ai peur. » Le docteur Bloch tourna encore 4 ou 5 fois autour du lit. Adolphe demanda d'un ton gai. Le docteur Bloch prit le temps de répondre. « Tu as quelque chose qui se soigne, ne t'en fais pas. Je voudrais que tu viennes avec moi chez un spécialiste. »« Un spécialiste? » s'exclama Adolphe avec inquiétude. « Si tu te cassais la jambe, je t'emmènerais chez un chirurgien. Si tu toussais trop fort, je t'emmènerais chez un pneumologue. Je voudrais donc t'amener chez un spécialiste de ta maladie. »« D'accord. » Hitler était rassuré. La science s'occupait de lui. C'est ce dont il voulait savoir. Le docteur Bloch disparut 1 heure, puis revint en annonçant à Adolphe qu'il avait rendez-vous à 18h. Adolphe passa l'après-midi à lire et à fumer, puis rejoignit le docteur Bloch au bout de la rue, comme prévu, à 17h30. Ils prirent un tramway, puis un autre, changèrent plusieurs fois pour, à la nuit tombée, s'arrêter au long d'une rue. Ils descendirent quelques mètres, entrèrent au 18e, montèrent un étage et sonnèrent. La porte s'entr'ouvrit, une tête apparut. Le docteur Bloch, la main sur l'épaule de l'adolescent, annonça poliment au praticien. « Docteur Freud, je vous présente Adolf Hitler. » On est rendu à Hitler maintenant. Hitler ne retourna jamais au chantier. La soirée chez les prostituées l'avait sauvé. Elle avait rappelé qu'il n'était pas comme les autres, en rien. Il se moquait de gagner sa vie, ne désirait pas coucher avec une femme, ne voulait pas rentrer dans l'ordre. Comment avait-il pu oublier à ce point? Quel étrange pouvoir exsudait de ce guideau, quel charme captieux et délettre l'avait conduit, lui, un artiste, un peintre, un marginal, à rejoindre presque les berges ordinaires de la vie, à s'épuiser dans un travail idiot, à manger et dormir pour reconstituer sottement sa force de travail, à boire des bières, tenir des conversations vides dans des cafés pleins, à s'approcher des quartiers chauds pour se prouver peut-être un soir qu'il était vulgairement un homme. Hitler a failli se dissoudre dans l'existence banale comme un sucre fond dans l'eau. Il avait été sauvé in extremis par son croquis et par la réaction admirative des bipèdes. « Je suis peintre, je ne dois plus l'oublier », se répétait-il avec force. Il se le disait tellement qu'il en devenait ivre. Après avoir frôlé ses grands dangers, la vie ordinaire, il accomplissait vite sa convalescence. Il reprenait ses longues soirées fumeuses en tailleur, son lit à réfléchir ou à rêver à partir d'un livre qu'il tenait ouvert devant lui. La journée pour donner le change à Mme Zachrise, qui croyait qu'elle suivait des cours à l'académie, elle se promenait dans Vienne ou bien allait se réchauffer à la bibliothèque. Il ne lui restait plus beaucoup d'argent, mais il ne voulait surtout pas l'économiser. Plus jamais, pensait-il, plus jamais comme les autres, ne jamais réfléchir et penser comme les autres. Il s'offrit, coup sur coup, 3 soirées à l'opéra. Wagner, comme toujours, le combla au-delà ses espérances. Hitler n'écoutait pas cette musique. Il l'aspirait, il la buvait, il s'y baignait. Les flots harmonieux des cordes et des bois le submergeaient par vagues successives. Il s'y roulait, il s'y perdait, mais... Vigilantes, endurantes, lumineuses, les voix jouaient
jouait le phare au loin qui guide les navires en perdition. Hitler connaissait tous les mots par cœur, il se grisait de cette noblesse, de cet héroïsme. Il se ressourçait de cette vaillance, il en ressortit comme avant. Le troisième soir, malheureusement, l'opéra de Vienne programma la Carmen de Bizet qu'Hitler n'avait encore jamais entendu, et le garçon s'enfuit dès le premier acte, dégoûté, voire écœuré par cette musique bruyante, colérée, débranchée, par cette brune piquante qui roulait des cigares sur sa cuisse nue, en feuillant d'une voix rauque, des airs ineptes, un spectacle qui n'était sans pour lui rappeler la brasserie aux putes. Il en sortit indigné, ne comprenant pas comment son cher Nietzsche aurait pu encenser cette fanfare de bordel parisien, mais il est vrai que Nietzsche avait par ailleurs dit du mal de son encore plus cher Wagner, ce qui tendait à prouver que le philosophe, décidément, avait des oreilles d'âne pour la musique. Peu importait. S'il n'était pas heureux de sa troisième soirée, il eut néanmoins la satisfaction de dépenser ses dernières couronnes d'une façon somptueuse et inutile. Évidemment, la Zacchaïs recommençait à lui courir après dans le couloir pour exiger qu'il la paye. Un peu de patience, Madame Zacchaïs, dit-il, agressif un soir. Je touche ma bourse d'étudiant à l'académie dans une semaine. Il faudrait me payer tout de suite avant que vous ayez en retard. Bien sûr, et je propose même vous payer à l'avance les mois à venir. On aurait cru que la Zacchaïs avait gobé un œuf avec la coquille. Elle demeurait un instant interdite. Elle n'aurait jamais pu imaginer quelque chose de bien aurait pu arriver de ce péteux d'Hitler. Puis elle se mit à frétiller d'aise et voulait immédiatement lui gaver de thé et de petits gâteaux faits maison. Il ne lui restait donc une semaine. Après, que ferait-il après? Peu importe, je suis un artiste, je suis un peintre, je n'ai pas à me préoccuper de choses aussi sottes. Elle décida d'occuper sa dernière semaine à pratiquer son art. Elle se mit à crayonner, mais très vite cela l'ennuya. Ce n'était pas assez. Il lui fallait quelque chose de plus consistant que la mine de plomb. Il posa son carnet et se mit à rêver d'une grande toile, une très grande toile. Une toile qu'il peindrait à l'huile, une toile monumentale. Il était satisfait. Voilà un projet digne d'occuper ses pensées. Il se mit à fumer en songeant aux dimensions du cadre. Il pensait chiffres, mesures. Il poussait l'ambition au plus loin. Chaque fois, il agrandissait encore le châssis. Au matin, il n'avait pas tracé un trait du tableau, ni même déterminé le sujet, mais il éprouvait l'intense satisfaction d'avoir conçu la plus grande fresque peinte à l'huile du monde. Exalté, il allait déambuler dans Vienne. Il était fier de lui, il venait d'acheter un chef-d'œuvre à l'humanité. Il parada dans les plus beaux quartiers, heureux d'habiter une si belle ville, il ne doutait pas que la ville serait un jour, elle aussi, heureuse d'enrichir dans son ouvrage. Les jours suivants, il les passa au musée. Non autant pour étudier les œuvres des maîtres que pour se retrouver en leur compagnie, puisque, de toute façon, il sera là un jour. Il les considéra avec mépris les compositions les plus vastes et les plus ambitieuses. Son œuvre allait les pulvériser, les réduire aux dimensions de timbre-poste. De temps en temps, il se livrait à un jeu qu'il venait d'inventer. Les règles étaient simples. Se placer au centre d'une salle immense tapissée de tableaux de la plainte au plafond, fermer les yeux, tourner sur soi plusieurs fois au point de ne plus savoir où on se trouve, étendre les bras et pointer le doigt devant soi puis rouvrir les yeux. La toile ainsi désignée était d'une valeur artistique égale à celle qu'il composerait bientôt. Hitler adorait lire son avenir ainsi. Elle apprit donc qu'il peindrait aussi bien que Bosch, Cranach et Vermeer, ce qui le fit rosir d'émotion. Elle ne comptait pas naturellement les fois où son doigt avait désigné la banquette, le radiateur ou le gardien de musée ahuri. Un soir, lorsqu'elle rentrait, elle sentit un fumet délicieux s'échapper de la cuisine. Madame Zacchaïs, en robe mauve, pomponnée, coiffée, souriante, lui proposa de venir partager son gigot d'agneau à la cuisine à manger. Hitler s'assombrit. Il comprit qu'elle s'attendait à recevoir son argent le lendemain. Il avala le repas puis prétextant une grande fatigue. Une fois enfermé chez lui, il mit précautionneusement et silencieusement ses affaires dans un grand sac de jute, attendit que les grognements et jappements habituels de l'autre côté de la cloison lui garantissent que la Zacchaïs l'avait sombré dans le sommeil, puis il parcourut, à pas feutrés, l'appartement. Tout son corps, toute son attention s'était mobilisé en vue de ce seul but.
quitter la maison Zachary sans que la Tchèque s'en doutait. Une fois arrivé dehors, elle ne se détendit pas. Il lui fallut encore se glisser au bout de la rue, au-delà de la réverbre jaune sale, tourner la rue Mangel, passer dans l'ombre de la rue Paquenne. Il respira largement et s'apaisa enfin. Sauvé! C'est alors qu'elle se rendit compte qu'il faisait un froid de caverne, que la chaussée avait gelé et qu'un vent excédé tourmentait les cheveux qui hurlaient, les chevaux qui hurlaient. Où coucherait-il cette nuit? Il n'en savait rien. Prochaine, une autre partie. Adolphe H. regardait avec curiosité le docteur Freud, car elle n'avait pas encore rencontré de spécialiste. Aurait-il, s'il avait croisé le docteur Freud dans la rue, deviné que cet petit homme court sur pattes, qui sentait le tabac et flottait dans son costume de tweed grisâtre, méritait les égards et les éloges dont le couvrait actuellement le docteur Bloch? À quoi aurait-il pu reconnaître le spécialiste? Aux lunettes, peut-être, ces lunettes excentriques, donc la grosse monture d'écailles de tortue, cerclaient les yeux perçants, leur donnant l'allure de télescope. Oui, les lunettes. Ce devait être cela. Le docteur Freud avait des lunettes de spécialiste. De quoi êtes-vous spécialiste? Les deux médecins se retournèrent, surpris d'entendre si clairement la voix du garçon qui, jusqu'à là, s'était muré dans un silence morose. Je suis spécialiste des troubles de comportement. Ah oui? Je pratique la psychanalyse. Ah oui, bien sûr. Au terme psychanalyse, Adolphe avait acquisé d'un air blasé, du genre « Mais oui, où avais-je donc à la tête? » Ainsi avait-il l'habitude de le faire dès qu'on prononçait devant lui un mot de plus de 4 syllabes. Cela lui permettait de prendre le temps de réfléchir. Psychanalyse? Était-il censé connaître ce mot? Non, censé, Colin. Il ouvrit les portes de sa mémoire et s'aventura dans ses souvenirs d'expressions grecques. Téléologie, dialectique, psychologie, hypermétropie, épistémologie, épidémiologie. Colin veulent vraiment que je rate un mot, hein. Rien que des termes barbares qui portaient un casque pointu, un glaive, une lance, et qui ne laissaient guère approcher par lui. Peut-être, au milieu de toutes ces farouches vocables rissés, se trouvait-il psychanalyse, science de l'urine, des évanouissements? Est-ce que cela te gêne, Adolphe, si j'assiste à votre première séance? Demande le docteur Bloch. Adolphe fut surpris par le ton suppléant de la requête. En réalité, le docteur Bloch ne le faisait pas preuve d'humilité par rapport à Adolphe, mais par rapport au docteur Freud, qu'il semblait tant admirer. Non, ça me gêne pas du tout. Le docteur Freud indiqua un divan recouvert d'un kilim. Allongez-vous là, mon garçon. Adolphe s'approcha du canapé et un tour de main, se délesta de sa veste, de sa chemise et de son pantalon. Le main sur les caleçons, il allait se mettre entièrement nu lorsque les deux hommes le regardèrent avec effarement. Non, non, dit Freud en se précipitant au sol pour ramasser ses vêtements. Vous pouvez rester tout habillé. Il semblait rouge de honte devant l'adolescent en chaussettes à qui il tenait ses vêtements. Adolphe se demandait comment on pourrait l'ausculter, Colin. Habillé, mais il s'exécuta, se revêtit, s'allongea. Après tout, ce serait plus confortable. Le docteur Freud vint s'asseoir sur un fauteuil voisin du divan. Je ne vous vois pas, docteur. C'est très bien comme cela. Regardez le plafond. Adolphe chercha ce qu'il devait lire au plafond, mais il se trouvait sous un plafond normal, blanc, banal, dépourvu de ces affichettes couvertes de lettres décroissantes de l'énorme au minuscule que les médecins faisaient d'ordinaire déchiffrer aux patients. Racontez-moi votre problème. Non, ne me regardez pas, je vous écoute. Tant de chichi commença à agacer Adolphe, mais il profitait du fait qu'il ne fixait personne pour raconter plus aisément ses évanouissements à l'académie. Il entendait le docteur Freud gratter dans son carnet et se sentait assez fier. Il disait donc des choses qui méritaient d'être notées. Cet homme s'intéressait à lui. « Aimez-vous votre mère, mon garçon? » Il fut tellement surpris par cette question qu'elle se leva et se mit à trembler. « Beaucoup. » Il se raidit. Ah, j'espère que c'était juste la posture qui s'est raidie. Il ne fallait pas céder aux larmes, pas devant deux hommes. Et votre père? Voilà! C'était une question parfaite pour arrêter de pleurer. Son visage fut gagné par une onde de froid. Des pics de glace lui agaçaient les joues. Adolphe se tut. Aimiez-vous votre père? Je ne comprends pas pourquoi vous me posez cette question. Et cela vous empêche de répondre? Oui. J'en conclus donc que vous n'aimez pas beaucoup votre père.
Le fureur remit Adolphe sur ses pieds. « Mais je suis pas venu pour cela !» Il se planta devant le prétendu docteur avec l'envie de l'étrangler. Tassé sur son fauteuil vert, Freud prit une figure contrite et baissa les yeux. « Je vous prie de m'excuser. Je pensais que cela pouvait avoir un certain rapport. Je me suis peut-être trompé. Je vous ai pris de m'excuser. Je suis désolé, vraiment. » Un sentiment de victoire fit exploser la poitrine d'Adolphe. L'adulte s'excusait. Il avait remis un adulte à sa place. Un spécialiste en plus. La fierté évacua sa colère. Le docteur Freud releva lentement les yeux vers Adolphe et demanda d'une voix plus posée, mais où perçant encore la gêne. « Peut-être pouvez-vous justement me raconter tous les bons souvenirs que vous avez gardés de votre père et me décrire. Cela vous chagrine pas trop. Les moments où vous avez été heureux en sa compagnie, ça reste possible. » Adolphe eut fugitivement l'impression de s'être fait piéger, mais il ravala sa salive et murmura « Soit. » Il se rallongea et plongea dans sa mémoire, les souvenirs arrivant en masse par gerbes incessants, rebondissants, mais il devait les trier pour un seul bon. Il y en avait 1000 mauvais, son père, ce père qui avait fini par l'écrouler devant son verre de blanc matinal, qui lui avait laissé que des douleurs, des haines, des blessures, au-dessus de lui, plus grosses qu'une montgolfière qu'il aurait plaquée sur le divan, rôdait de nouveau la vieille tête et, insoutenable et inquiétante, cette face rougeaude aux sourires colériques, ses moustaches excessives à la fois longues et claires semies qui descendaient en pyramide du nez jusqu'aux artères du cou, affichant septiprenellement une grimace de mauvaise humeur. Il rétendait la voix rulée après lui, il ressentait les gifles des ceintures sur sa peau, il retrouvait la solitude de son petit corps roulé en boule contre les coups au pied d'une porte fermée derrière laquelle sa mère pleurait, en suppliant son mari d'arrêter. Il tenait de nouveau la hache avec laquelle il voulut tuer son père lorsqu'il avait, une fois trop, frappé sa mère. Une nouvelle fois, il repoussait cet homme trop lourd, trop compact, trop aviné, qui avait trop crié, tempêté, insulté, venait maintenant presser son fils chéri contre sa grosse poitrine pour lui parler, en larmoyant de joie, de son proche avenir dans l'administration. Il frissonnait encore sous le fouet de la remarque cinglante. « Artiste, aussi longtemps que je vivrai, jamais. » Il se revoyait à lui, Adolphe, dans le grenier froid, avec l'envie de se pendre. Il renouait avec la joie féroce qu'il avait éprouvée au-dessus du misérable cercueil, cette boîte d'acajou qui se taisait enfin, tandis que lui, Adolphe, tenait sa mère dans ses bras, sa pauvre mère qui regrettait tout de même son bourreau, sa mère sanglotante qui ne comprenait pas qu'elle éprouvait enfin la délivrance. Adolphe dut rester à cette déferlante d'émotions, émotions passées mais si peu. Enfin au crible, attraper une ou deux images heureuses, une expédition au bateau sur la rivière, un après-midi à ramasser le miel des ruches paternelles. Savez-vous de quoi votre mère est morte? Se contenta d'enchaîner le docteur. Oui, de cancer. Il a la gorge serrée. Seul son orgueil d'homme lui a permis de répondre à cet insupportable questionneur. L'enfant, lui, recommence à souffrir. Il craint que les larmes ne reviennent le ravager. Où était-il situé ce cancer? Adolphe ne répond pas. Le voudrait-il? Il ne pourrait pas. Son visage ruisselle de larmes lourdes et salées. Ses lèvres sont engourdies. Il cherche son souffle. Le savez-vous? L'insistance froide du médecin le bouleverse encore plus. Il essaie de répondre, mais incapable d'articuler et le temps pousser des cris de corbeau. Le docteur Bloch s'est précipité près d'Adolphe et lui a saisi affectueusement la main. Effrayé par les convulsions du garçon, il décide de répondre à sa place. Madame Hitler est morte d'un cancer du sein. Je ne veux pas que ce soit vous qui me le disiez, mais lui, retournez à votre place. La voix est froide, chirurgicale, précise, une seringue. Le docteur Bloch bat en retraite et sa voix reprend. Dites-moi, de quoi est morte votre mère? Les tremblements secouent le corps d'Adolphe. On dirait qu'elle graisse la poêle du divan. Elle veut répondre au spécialiste, il l'a décidé, il y arrivera, ça sera très difficile, mais il ne peut plus reculer. D'un cancer de la poitrine. Que s'est-il passé? Un apaisement fond sur lui. Il se détend au point de devenir liquide. Il se sent épuisé, soulagé. Son corps lui fait du bien, dans tous les angles de ses os, dans les moindres coins de sa peau. Le docteur Freud est apparu, souriant, au-dessus de lui. Une certaine bonhomie
semblait éclairer ce visage austère. « Enfin, je suis content. Moi, il m'aurait dit quelque chose de vrai au dernier moment. » Quelque chose semblait avoir pris fin. Les deux médecins s'étaient passés dans la pièce voisine en se discutant paisiblement. Adolphe comprit qu'il pouvait se relever. Quoique vêtu, il avait l'impression qu'il était en train de se rhabiller, les pieds balletants un peu sonnés. Il rejoignit les deux hommes. « Alors, docteur, quel médicament dois-je prendre? » Les deux hommes sourirent, puis le docteur Freud se ressaisit le premier, fronçait les sourcils. « Il est encore trop tôt pour dire. Nous devons encore parler pendant quelques séances. »« Ah bon? Je ne crois pas que vous en faites beaucoup. »« Ah. » D'après le visage réjoui du docteur Bloch, ça devrait être une bonne nouvelle. Adolphe, lui, se sentait épuisé à l'avance. « Dites-moi, jeune homme, comment comptez-vous me payer? C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'argent. »« Je m'en doute bien, » dit Freud en riant. « Je sais qu'est-ce que c'est. J'ai étudié moi aussi. » Une lueur de gaieté vient motiver ses yeux scrutateurs. Adolphe avait beaucoup de mal à imaginer ce petit bonhomme dans tweed et aux cheveux pauvres et sel puis avoir été jeune. « Que savez-vous faire? Peindre? Je suis à l'Académie des Beaux-Arts. »« Très bien, très intéressant. Si vous voulez, je peux vous peindre une enseigne avec dessus. Docteur Freud, psychanalyste. » « Non, psychanalyste. Oui, Docteur Freud, psychanalyste. Et puis, dessous une jolie scène mythologique, si vous voulez. »« Très bien, laquelle? Tirée d'une œuvre douanière. J'aurais préféré la mythologie grecque. Oedipe et le Sphinx, par exemple. » Ça se peut, c'est comme vous voulez. Je n'aime pas trop la mythologie grecque parce que c'est plein de nus et comme je vous l'expliquerai, lorsque je dois peindre des nus, ça se passera pas très bien. Hein? Ne craignez pas, Oedipe n'est pas une femme mais un homme. Alors tout va bien. Adolphe tendit sa main. Freud, amusé, tendit la sienne et conclut à la marcher. Une enseigne pour Freud contre la guérison d'Hitler. Pour la prochaine fois, mon cher Adolphe, préparez-vous à me raconter un rêve. Un rêve? S'exclama Adolphe paniqué. C'est impossible. Je ne rêve jamais. Hitler n'était pas un vagabond très aguerri. La Vienne secrète, la Vienne vitale, la Vienne des doublures et des poches intérieures, celle des squares où l'on peut dormir jusqu'à l'aube sans se faire déloger par la police, celle des refuges, des foyers, des soupes populaires, celle qui cache dans ses replis la porche discret qui abrite les vents, le préau sans neige, la salle de classe déserte pour la nuit, mais encore chaude à la laine du jour. La Vienne qui dissimule derrière les piliers d'une cloître la bonne et brave sœur qui n'a pas peur des clochards, le curé qui offre au premier venu son vin de messe, l'amicale socialiste qui étend des palliasses dans ses caves, cette Vienne de Babel où les multiples langues se fracassent et s'émoussent, pour ne parler que celle universelle de la faim et du sommeil. Cette Vienne de récupération où viennent échouer les déchets de l'industrialisation galopante. Cette Vienne-là. Hitler l'ignorait. La seule Vienne qu'il avait dans la tête est celle des façades. La Vienne glorieuse, monumentale, paradante. La Vienne du nouveau règne, aux longues allées piétonnées et cavalières. La Vienne aux musées impériaux et des théâtres à colonnades. Une Vienne pour visiteurs étrangers, pour étudiants ébahis, une Vienne de cartes postales. Hitler avança au hasard toute la nuit. Marcher pour ce fils de petit fonctionnaire était la seule justification qu'on pouvait trouver à sa présence dans la rue. Il ne tenait absolument pas à s'asseoir ou se coucher sur un banc, c'était devenir un vagabond. Une aube fade et lente vint lui signaler que son périple pouvait s'achever. Il se trouvait devant la gare de l'Est, blafarde. Il y entra, le décor d'une gare permettait de justifier qu'il portait un gros sac. Au lavabo, il entreprit de se laver presque totalement. C'était périlleux, inconfortable. Cela provoquait des regards méprisants des voyageurs pressés, mais il était encouragé par la difficulté. En luttant pour sa propreté, il prouva ainsi qu'il était un homme digne. Lorsqu'il achevé, lorsque l'odeur citronnée du savon collectif lui emportait dans ses narines sur les reflets d'ammoniac, il regretta presque cette gymnastique. Il revint au niveau des couettes, assis sur son bagage et attendit. Non, sur le niveau des quais. Pourquoi j'ai dit couettes? Voyageurs, voyageuses, porteurs, contrôleurs, chefs de gare, vendeurs de saucisses, employés, tous s'agitaient autour de lui. Il était le centre. Le monde tournait. Il était le pivot. Lui seul pensait que les choses essentielles. Lui seul meublait son cerveau avec des soucis qui concernaient l'humanité. Il songea à sa toile, la plus grande toile du monde. Celle
qui allait peindre et qui le rendrait célèbre. « Est-ce que vous pouvez m'aider, jeune homme? » Hitler mit du temps à jeter son regard, son oreille, puis il tourna son corps vers la vieille madame. « Je n'arrive pas à porter mes valises. Elles sont trop lourdes. Si vous pouvez avoir la bonté de m'aider à les porter. » Hitler ne revenait pas. La créature, chapeautée, voilautée, gantée et parfumée violemment à la tubéreuse qui tenait devant lui, n'avait pas hésité à interrompre sa sublime méditation. Quel culot! Ou plutôt quelle inconscience! Vous ne pouvez pas m'aider? Vous l'avez l'air si aimable. J'y suis, pensa Hitler. Elle me prend pour un pauvre gars de 18 ans qui attend un train. Elle ne se rend pas compte qu'elle s'adresse à un génie. Hitler sourit, et dans ce sourire, il y avait toutes les condescendances de la divinité qui redescend au niveau des hommes pour le signifier avec une tristesse lacidée. Non, je ne vous en veux pas d'être ce que vous êtes, je vous pardonne. Elle prit son sac, son dos, souleva les 2 bagages et chemina auprès de la vieille hongroise volubile qui le remercia en gazouillant. Une fois montée dans une calèche, elle saisit la main d'Hitler, la secoua avec vigueur, puis donna l'ordre au cocheur, peu importe, là, de partir. Hitler ouvrit sa main. Il y avait déposé un billet. « Mon étoile, songea-t-il. Ma bonne étoile s'est encore manifestée. C'est mon étoile qui, toute la nuit, m'a conduit à cette gare, qui a poussé là cette étrangère à m'accoster, à me glisser le billet dans la main. Merci, maman. Merci. » Elle l'avait bien senti tout à l'heure au but d'un quai. Assis sur son sac, il était toujours le centre du monde. Elle n'avait pas rêvé. Il retourna à la gare pour appliquer la leçon du destin. Toute la journée, il aidait les voyageurs à porter leurs bagages. Les femmes seules descendaient des wagons de première classe, maillaient des porteurs turcs trop sonores et trop basanés, qui les sollicitaient sans ménagement. En revanche, elle acceptait l'aide de cet homme pâle, sans doute un soldat en permission, et se montrait au moment de le quitter plus heureusement qu'elle ne l'aurait fait avec un professionnel. Aucun ne fut certes aussi munificente qu'à la hongroise, mais c'est bien pour que cela le destin l'avait envoyé en premier, pour ouvrir la voie. Le soir, Hitler, un beau pécule en poche, aperçut en sortant de la gare une affiche « Chambre à louer » au 22 de la rue Felbert. Il entra, posa l'argent sur la table, ou le conduit à la chambre 16. Il s'allongea sur le lit, les bras sur la poitrine, et murmura simplement « Merci, maman », avant de sombrer dans le sommeil. Adolphe. En traversant la ville pour aller au 2e rendez-vous chez le Dr Freud, Adolphe joua de malchance. Perdu dans ses pensées, il rata plusieurs fois les correspondances du tramway et fut obligé de repartir en arrière. Colin, je savais que vous seriez en retard, dit simplement Freud en ouvrant la porte pour mettre un terme au flot d'excuses qu'abavait le jeune homme. Adolphe ne releva pas, ravi de s'en tirer avec si peu de reproches, il s'allongea. Freud regarda sa montre et s'assit. « Que voulez-vous me raconter aujourd'hui? » Malgré toute sa bonne volonté, Adolphe pensa trouver une seule idée. Son esprit lui semblait d'une grande maison vide, privée de ses meubles, de ses tableaux, avec des murs de plâtre d'un blanc de neige. Il y errait sans rien remarquer, sans rien pouvoir saisir. Plusieurs fois, il voulut commencer une phrase, mais au bout de 2-3 borborigam, il s'arrêta incapable de continuer. Voire un peu effrayé. Dr Freud, patient, ne semblait pas étonné de ces grands silences. Avec un temps de gêne infini, Adolphe se tourna vers lui, le fixant dans les yeux, articula très clairement. « Je suis désolé. Ce n'est pas grave, cela aussi je l'avais prévu. » Adolphe commença à comprendre le tchut du Dr Freud. Celui-ci prétendait avoir tout deviné, les accidents, les oublis, les retards, les silences. Après que les choses étaient arrivées, facile, on ne pouvait pas le démentir, et si on était naïf, on pouvait même l'admirer pour sa perspicacité. Quoi? Perspicacité. Colin. Je suis stupide aujourd'hui. Il jouait les savants à peu de frais. La prochaine fois que vous prévoyez quelque chose, Dr Freud, prévenez-moi, que je puisse vérifier vos prédictions. Eh bien, je prévois qu'à la fin de cette séance, vous allez me détester. Ça, ce n'est pas très difficile à prévoir. Il me tape déjà pas mal sur les nerfs. Puis, se rendant compte qu'il lui donnait malgré lui raison, Adolphe se força à s'adoucir. « Comment continuons-nous, docteur? Pouvez-vous me raconter un rêve? »« Je ne rêve pas, je l'ai pas déjà dit. » Adolphe serra les poings puis se morigéna intérieurement. Ne pas s'énerver, ne pas lui donner raison, surtout pas lui donner raison.
Depuis quand avez-vous cessé de rêver? Est-ce que je sais, moi? Glapit Adolphe. Oui, vous le savez. Bien sûr qu'il le sait, Adolphe, mais il est hors de question qu'il avoue ce crétin inquisiteur. Il ne rêve plus depuis la mort de son père. Mais quel intérêt? Et puis surtout, quel intérêt de le dire à un inconnu? Freud se pencha vers lui et murmura lentement. Vous ne rêvez plus, ou plutôt, vous ne souvenez plus de vos rêves depuis qu'on a annoncé la mort de votre père. Salaud! Comment a-t-il deviné? Surtout n'a pas s'énerver, Et je puis même vous dire, reprit Freud, pourquoi vous avez cessé d'avoir la mémoire de vos songes depuis ce jour-là. Ah oui? Grimace Fleur d'une voix si laide qu'elle le surprit lui-même. Oui, voulez-vous que je vous le dise? Ben voyons. Voulez-vous? Voulez-vous vraiment? Oui, ça me ferait rigoler, sans doute. Adolphe était de plus en plus étonné par la vulgarité des réponses du haut médecin. Mais c'était plus fort que lui. Il avait envie de lui pisser à la figure. Je ne crois pas que vous allez rigoler. Comme vous dites, je crois au contraire que vous allez être choqué. Choqué? Moi? Ça me ferait marrer. Rien me choque. Pourquoi ce ton? Pourquoi cette voix de crécelle? Calme-toi, Adolphe, calme-toi. Rien ne vous choque sauf une femme nue. Touchez, décidément, cet homme m'en veut. Il ne désire pas me soigner, mais me détruire. Sauf une femme nue, d'accord, c'est moi qui vous l'ai dit. Et après, dites-le pourquoi je ne rêve plus depuis la mort de mon père, monsieur, je sais tout. Dites-le moi, puisque vous êtes si malin. Parce que, depuis votre petite enfance, vous avez rêvé plusieurs fois de le tuer. Lorsqu'on vous a appris sa mort, vous vous êtes senti tellement coupable de l'avoir souhaité que désormais, pour vous protéger de vos pulsions meurtrières comme de votre sentiment de culpabilité, vous êtes interdit l'accès conscient à vos rêves. La fureur dilatait Adolphe. Il fallait qu'elle frappe. Il sauta au pied du divan, cherchant quelque chose à casser. Freud lança un œil inquiet vers une pile de livres. Adolphe n'hésita plus. Il fonça sur la pile et donnait des coups de pied dedans. Freud gémissait. Non, non! Et plus que Freud gagnait, plus Adolphe cognait comme si la plainte du médecin avait été le cri des livres sous ses coups. Calmé, mais la mèche en bataille, à court de souffle, se retourna vers le médecin qui le serait. Vous vous sentez mieux? Incroyable! Il me parle poliment comme si rien s'était passé. J'avais disposé de cette pile à votre usage. J'ai bien fait. Sinon vous auriez pu vous prendre quelque chose de précieux. Ce n'est pas ça qui manque dans cette pièce. Freud jeta un regard de chasseur satisfait aux nombreuses statues archaïques égyptiennes, crétoises, cycladiques, athéniennes, romiennes, hellénistiques, qui couvraient les commodes et le bureau. Adolphe se dit qu'elle allait charger ses collections, mais c'était trop tard. Le feu s'était éteint. Le cœur n'était plus, il se sentait court de rage. Freud s'approcha de lui. « Mon garçon, vous vous sentez plus coupable de vos sentiments. Tout enfant mâle a trop aimé sa mère et a souhaité la disparition de son père. J'appelle cela le complexe d'Oedipe. Nous sommes tous passés par là. Seulement certains pères permettent de résoudre harmonieusement cette tension, d'autres pas. Le vôtre. Taisez-vous! Je ne veux plus vous attendre! Je ne veux plus venir ici! Naturellement. Je vous le dis, c'était pas une menace en l'air. Je ne viendrai plus ici. J'ai bien entendu. Mais pourquoi me hurlez-vous dans les oreilles? Que voulez-vous que ça me fasse? C'est pas moi qui m'évanouis, mais vous. Que vous reveniez au pas, ça me changerait rien pour moi. Par contre, vous, Adolphe enfouit sa tête dans ses mains. Il ne supportait pas la logique dommage qui tentait d'appliquer ce médecin. Freud posa sa main sur son épaule. Les deux hommes sursautèrent à ce contact, mais Freud insista. Une chaleur pacifique et apaisante était en train de se former entre cette main et cette épaule. Elle remontait dans leurs deux corps. Freud se mit à parler avec une voix plus grave, plus douce, une voix sans rapport avec son timbre habituel de nain qui compense sa petite taille et veut dominer les autres. Faisons un marché, mon cher Adolphe. Si après cette séance, vous ne rêvez pas, vous ne reviendrez plus jamais. Par contre, si comme je le prévois, vous recommencez à rêver, promettez-moi de revenir, d'accord? Hitler se sentait si fatigué que pour mettre fin à cette tension, il était prêt à tout acquiser. Partir vite, et ne plus jamais revenir ici. D'accord. Parole d'honneur, vous revenez si vous rêvez. Parole d'honneur. Satisfait, Freud allait tranquillement s'asseoir derrière son bureau et gratta quelques notes. Adolphe se dirigea vers l'entrée, cherchant son manteau pour disparaître. Et sur le pas de la porte, Freud le retint. Et notre marché, ah, votre enseigne.
Adolphe reposa son manteau et enfuit son cou dans ses épaules. Rien à faire, pas moyen d'y échapper. Une promesse est une promesse. Même une promesse faite à un escroc. Comment la voulez-vous, cette enseigne? Demanda-t-il d'une voix morne. Cela ne vous gêne pas que nous changions d'objectif? Adolphe haussa l'épaule. Non, du moment qu'il s'agit de peinture. Le ravissement vint éclairer la face sévère du médecin. Il semblait vraiment content. Très bien. Alors, veuillez me suivre, s'il vous plaît. J'ai tout préparé. Adolphe suivit Freud à travers un couloir. Le médecin ouvrit la porte d'un réduit. Voici les cabinets de toilette que je réserve à mes patients. Ils méritent vraiment un bon coup de peinture fraîche. Adolphe, consterné, regarda les murs légèrement moisis, puis sur les brosses et les pots de peinture saladon posés sur le carrelage. Il était tellement indigné qu'elle ne trouvait même pas les mots. Freud sourit en disparaissant vers son bureau. « Vous avez dit que vous finirez fâché contre moi. » Là, on est rendu à Hitler. « Appelez-moi Wetty, dit Madame Horry. » Hitler considéra avec respect sa logeuse. Madame Horry... comment c'est écrit? Orle. Non, pardon, Wetty. Dominait lorsqu'elle se peignait pour servir un café, même lorsqu'elle s'enfonçait dans son rocking chair pour fumer un léger cigare. Grande femme bien plantée à la poitrine, préhentoire, aux hanches majestueuses, aux fesses impériales, elle laissait saillir sous ses robes sévères un corps qui échappait à sa volonté. Malgré le chignon strict, malgré des amorcellements de colliers qui n'étaient pas encore de son âge, malgré la dentelle de rompière qui s'échappait de ses poignets ou de son corsage, la générosité attirante de ses formes se rappelait sans cesse au regard des hommes. Des mèches rousses et folles sortaient du filet de sa coiffure. L'ampleur de ses pas faisait vibrer ses cuisses somptueuses. Sa démarche chaloupée laissait imaginer une sensualité torride. Wetty, comme beaucoup de grandes femmes, ne semblait pas complice de son corps. L'exprimait une part d'elle, même que son attitude sociale démentait. Il parlait d'un ton sec, en comptable, art et pointilleuse. Elle s'habillait en dame patronneuse, mais elle bougeait comme une déesse de harem. J'apprécie beaucoup les artistes. Je suis très contente que vous séjournez chez moi de Dolferle. Me permettez-vous que je vous appelle Dolferle, mon cher Adolphe? Mais oui, Wetty. Wetty semblait contente. Elle était habituée à tout diriger chez elle. Le ménage, les horaires, les mœurs. Pas de femme sous mon toit, pas de couple marié. Y compris les degrés de familiarité. Elle pouvait se montrer très distante, voire froide avec certains locataires, bien qu'ils fussent là depuis des années ou très chaleureuse, ainsi qu'elle attendait l'être avec le jeune Hitler. Ce traitement de faveur agaçait les autres hommes de la pension. Elle leur semblait qu'au... Wetty leur disait par là, « Vous êtes vieux, il est jeune, il me paie plus que vous. » De coup, il le montrait cassant et clair, ne ratant jamais l'occasion de lui lâcher une porte sur la figure ou de le bousculer dans l'escalier. Ce que lui-ci ne remarquait pas non plus, qu'il n'avait noté l'excessive amabilité de Madame Horry, Wetty, à son égard terrorisé qu'elle l'était par cette femme autoritaire et maternelle, dont même la familialité lui semblait être un ordre. Hitler se montrait d'autant plus docile, donc charmant, avec Wetty qu'il avait menti et que la prévenance exceptionnelle de sa logeuse sortait de ce mensonge. Chaque matin, il faisait croire qu'elle se rendait à l'Académie des Beaux-Arts. Plus qu'une fois, lorsqu'elle attendait des clients à la gare, elle avait cru voir apparaître Wetty du bord du quai, trompée par l'allure majestueuse d'une riche polonaise ou d'une conteuse russe. Elle avait appris à se calmer, ne put craindre l'arrivée inopinée de sa terrible logeuse, qui, trop attachée à surveiller ce qui se passait sous son toit, et n'autorisant qu'une rapide escapade chaque matin pour faire son marché, ne se permettait jamais le moindre voyage éloigné de sa pension de 22 rue Velbert, donc ne mettrait jamais les pieds dans une gare. Lorsqu'Hitler avait du temps à perdre entre deux trains importants, il se rendait au café Cubata pour y découvrir la presse nationale laissée à la disposition des buveurs. Il faisait son apprentissage politique.
lui qui n'avait jamais lu que des livres, romans d'aventure, livrets d'opéra, ou recueils de Nietzsche et Schopenhauer. Il découvrait l'actualité politique et il forçait à comprendre les noms des partis, de leurs chefs, de jeu de la démocratie. Il déchiffrait avec tout une égale passion, ayant l'impression de devenir un homme. Un jour à la gare, un individu blond, élégant, raffiné, muni d'un extravagant fume-cigare en ivoire, gainé dans un manteau de astrakhan cintré autant brillant et chatoyant qu'une soie, jetant une revue en sortant du train. Sans s'en rendre compte, il rata la poubelle et la revue tomba au pied d'Hitler. Hitler s'assit dans un coin, parcourut cette brochure qu'elle n'avait jamais vue dans les présentoirs du café Cubata, mais qu'elle avait remarqué au bureau de tabac, dit le Truffelbert, acheté et par d'assez beaux hommes dans la mise un peu précieuse. Elle s'appelait Ostara et portait un étrange signe qu'Hitler avait jamais rencontré, mais qu'il semblait posséder une vraie valeur esthétique. Une croix, dont les 4 bras se tordaient par 2 fois. En étudiant les articles, il avait découvert qu'il s'agissait du svastika, la croix gammée, qui symbolisait anciennement le soleil chez les hindous. Le directeur de la revue, un certain Lanz von Lietz-Benfels, faisait de cette croix si riche en aigle l'insigne de l'héros germanique. Hitler s'absorba des pages de l'Ostara. Avec stupéfaction, il découvrit une pensée nouvelle. Lanz von Lietz-Benfels, peux-tu croire que je parle pas allemand, affirmait la supériorité de la race allemande aryenne sur toutes les autres. S'appuyant sur l'archéologie, elle expliquait qu'une race supérieure, une race blonde, était descendue du nord de l'Europe, avait édifié les premiers monuments architecturaux de l'humanité, l'idolement et autres assemblages de pierres géantes qui étaient à la fois des gares, traces et repères de leur passage, mais aussi des autels de la religion solaire. Cette race blonde supérieure et hautement civilisatrice, race païenne qui portait un culte à Wotan, race dont Wagner avait reconstitué les dieux et héros dans des opéras sublimes, s'était laissé envahir et délégitimer depuis par les autres races toutes inférieures, mais nombreuses et sans scrupules, toutes brunes et qui avaient précipité l'Empire dans la décadence actuelle. Lanz von Lieb, vas-tu me faire répéter son nom une autre fois, crime? Appelée au réveil de la race supérieure, elle devait reprendre le dessus, se préserver des autres, ne pas hésiter à les détruire. Avec précision, il proposait un programme médical et politique sans précédent. Les blonds devaient imposer la stérilisation des hommes bruns, la stérilisation des femmes brunes afin d'être débarrassés dans 2 générations. En attendant, il fallait prendre des mesures urgentes. Entamer en Allemagne et en Autriche la déportation de tous les dégénérés, maladies incurables et groupes racialement impurs. Ainsi, avant que la terre entière soit purifiée, l'espèce germanique sera désinfectée. Au premier plan des êtres dont on devait se débarrasser, Lanz von Lietz-Benfels pointait les Juifs qu'il décrivait comme des rats sales, malodorants et filtrant par toutes les bouches d'égout, se soutenant entre eux, organisant de façon discrète la finance, l'industrie et la prostitution. Véritable homme bête responsable de tout ce qu'il adolait dans le monde, et n'hésitant pas, eux, à la différence des Nordiques qui, trop fiers, ne se prenaient pas aux autres races, organisaient la traite des blanches. Pour célébrer la race blonde, héroïque, créative, pour chanter les louages des yeux bleus, seul digne de contempler l'univers, Lanz von Lietz-Benfels avait créé un ordre, l'ordre du nouveau temple, et proposait dans son vieux château de Werfenstein, situé au bout du Danube, des conférences et des cérémonies rituelles. Hitler, fasciné, avait oublié le temps. Son cœur battait à toute vitesse, sa bouche se dessachait, ses yeux exorbités dévoraient la moindre miette de texte. Jamais devant la grande presse viennoise, globalement anti-allemande et pro-française, n'avait-il rencontré ses positions. Même dans le Deutsche Volksblatt, l'origine des partis chrétiens social à l'antisémitisme affirmé, il n'avait pas trouvé cette logique extrémiste, cette
systématisation, l'établissement d'un programme radical et rationnel découlant de la supériorité d'une race sur toutes les autres. Il fut saisi de vertige. Quelque chose de l'exaltation de Lands von Nietz-Belfels était passé en lui, comme une fièvre contagieuse. Furieux, il referma la revue et déchiffra le prix imprimé à côté de la croix gammée. 15 LR pour une impétie pareille, non seulement que ça le vaut pas, mais ça devrait être interdit de vendre, ça le pris. Revolté par tant de sottises, choqué par la forme résonante, hysteriographique, quasi scientifique, que prenait le racisme délirant de l'idéologue, il allait jeter la revue à la poubelle. Voilà la vraie place de ce torchon. Élevé par sa mère dans le respect des autres, Hitler avait appris à mépriser les antisémites. Lui-même n'appréciait-il pas tendrement le docteur Bloch, médecin de famille qui avait apporté tant de soutien à sa mère lors de sa maladie? Il n'avait jamais jugé les gens en fonction de ce qu'ils étaient juifs ou non. D'ailleurs, il ne les repérait pas. À la lecture d'Ostara, il avait fait plus d'éprouver à ce nouveau ce mépris du racisme enseigné par les siens. Il avait ressenti l'indignation. Il se sentait personnellement visé par les violences de Lietbenfels, les blonds supérieurs aux bras, alors qu'il fallait qu'Hitler aussi subisse une vasectomie et fût déporté on ne sait où. Quel dangereux tissu d'insanité, tendu, agacé, passé souriant pour inspirer confiance à ses belles clientes. Hitler s'est résolu à ne pas travailler et rentra au 22 rue Felbert. « Oh, Dolferle, vous voilà déjà !» s'écria gêné, rajustant son chignon au-dessus de son corps abandonné, beaucoup plus voluptueuse qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Oui, le docteur de portrait était malade. Je suis revenu travailler dans ma chambre. »« Le docteur de portrait? Décidément, vous apprenez des choses merveilleuses. » Hitler baissa modestement les yeux. « Vous voulez prendre un thé avec moi? »« Oui, madame Wattie. » Wattie sourit en approuvant l'effort comme une maîtresse d'école encourage un élève. Ils passèrent dans l'appartement privé de Wattie, où aucun client n'entrait jamais. Wattie évoluait avec une grosse lente de géante au milieu de ce salon petit bourgeois. En se penchant pour prendre un plateau, elle laissait ses seins gonfler inconsidérablement son corsage. En s'asseyant sur la chaise à pompons, elle se cambra et tendit sa croupe dans une attitude provocante qu'elle croyait digne, puis porta sa tasse à ses lèvres, la huma à pleine marine, comme si elle avait avalé un morceau de choix. « Savez-vous, mon cher Dolferle, que je suis furieusement curieuse de connaître vos dessins? » Hitler sans pourpas. « Oui, à l'occasion peut-être. Pour l'instant, je ne suis pas trop content de moi. »« Trop modeste, » dit-elle en baissant ses longs cils dans l'attitude d'une femme qui consent. « Non, pas modeste, lucide. »« Ah, c'est encore mieux ?» dit-elle dans un râle de poitrine qu'elle croyait encore bien élevé, mais qui évoquait un cri d'alcôve. Elle appuya ses coudes sur la table, se pencha vers Hitler, ses seins manquant de faire craquer son corsage. « Pow! » J'aimerais beaucoup à l'occasion poser pour vous. Elle réfléchit, faisant une moue indécente avec ses lèvres. Tout pour bien honneur, bien sûr. Je poserai pour un portrait. Ainsi, vous pouvez vous entraîner. Elle tortilla son doigt dans une boucle rebelle, ses yeux brillèrent, elle semblait émerveillée par l'idée qu'elle avait eue. Qu'en pensez-vous? Hitler, effrayé, n'était plus capable de répondre. Il venait de voir sur sa table à ouvrage une pile complète de la revue Ostara. Adolphe, immobile, assis en tailleur sur son lit, la tête renversée, les yeux mi-clos, garnissa sa chambre de guirlandes de fumée lorsque son nom retint dans la rue. « Adolphe! Dépêche-toi, viens! » Il s'approcha à la fenêtre et découvrit le docteur Bloch, hilar en tenue de soirée, cap, smoking et chapeau de forme penché lors d'un fiacre pour l'interpeller joyeusement. En un rien de temps, Adolphe le rejoignit, couvert de sa redingote et l'aimait les gars de son père dans une main, sa vieille canne à pommeau biseautée dans l'autre. Le fiacre roulait à travers la nuit. Le visage du docteur Bloch avait des couleurs bizarres, trop rouges aux joues,
trop noire et brillant autour des yeux. Adolphe ne l'aurait pas bien connu. Il l'aurait juré que le médecin s'était maquillé. Le docteur Bloch buvait coupe de champagne sur coupe de champagne. Il en offrait aux pauvres garçons qui les ingurgitaient aussi sans défaillir. En chantant, ils arrivèrent dans un quartier lointain de Vienne qu'Adolphe ne connaissait pas. La calèche s'arrêta au bord d'un canal qui rappelait Venise. Toutes les maisons donnaient direction sur l'eau. Le docteur Bloch fit monter dans une gondole. Sans trouver la surface des eaux noires, grasses et paisibles, ils parcoururent plusieurs de ces étranges rues, passant devant des palais illuminés d'où sortaient les murmures langoureux des baccaroles. La gondole aborda aux marches d'un casino. Des éclats de rire tombaient des fenêtres, les étoiles dansaient sur les flots. Le docteur Bloch plia Adolphe par la main. Ils pénétrèrent dans un vestibule de marbre qui s'envolait vers les étages par les escaliers monumentaux. Au premier palier, un groupe de femmes parées de plumes aux couleurs criardes foncèrent sur eux et pépières volubiles. Et tu parles des mots, toi? Dans une langue qu'Adolphe ne comprenait pas. Le docteur Bloch les laissait les toucher, les caresser, un sourire aux lèvres, sans y prêter plus d'attention qu'il s'agissait d'animaux familiers. Elle pressait les bras, les hanches, les cuisses d'Adolphe d'une façon qui lui déplaisait, mais il décidait de régler son comportement de celui de son aîné. Au deuxième palier, les femmes se dispersent brusquement. Dr. Bloch fit entrer Adolphe dans une chambre où plusieurs femmes, en chemise de nuit ou en combinaison, se livraient avec passion à des travaux de broderie, de tricot, de couture. L'une d'elles lâcha son ouvrage, porta ses mains à sa gorge et cria « Monsieur Hitler !» Elles hurlèrent tous. L'ondet ricochait de tête bouclée en tête frisée. Elles protégeaient leur visage avec leurs mains comme s'ils menaçaient de gifles. Dr. Bloch tenta de maîtriser la situation. « Non, ce n'est pas M. Hitler, c'est son fils. » À cet instant, Adolphe ressentit une intense douleur à bas-ventre. Il se plia en deux sous l'effet du corps. Une femme avait dû le cogner par traîtrise. Il s'effondra. Lorsqu'il put enfin se déplier, tous les belles effrayés avaient disparu. Le docteur Bloch le considérait partellement et répétait « Je t'assure que tu n'as rien. C'est tout à fait normal. Tu n'as pas le droit de t'infliger des douleurs pareilles. Mais je vous assure que ce sont elles qui... L'une d'elles m'a frappé, je suis sûr. J'étais à côté de toi, je n'ai rien vu. » Adolphe ne savait plus quoi dire, d'autant plus qu'il y a une vérité et qu'il ne sentait rien qu'à la douleur fulgurante. À douter même qu'elle eût seulement existé. « Suis-moi. » Le docteur Bloch l'entraîna par la main dans une autre partie du palais. Après avoir gravi plusieurs étages, parcouru une quantité de vestibules, ils arrivèrent dans un petit boudoir où brillait la seule lumière d'une bougie. Une femme dormait, lascivement allongée dans une méridienne à peine couverte d'une blouse de soie rouge. Adolphe fut hypnotisé par la blancheur crémeuse de sa peau, qui palpitait à la fois comme une surface à caresser et à pétrir, une chair qu'on avait envie de saisir bien que sa beauté inspirait, dans la même temps une crainte sacrée. Le docteur Bloch se rendit près de la femme endormie, agenouilla devant elle et ordonna à Adolphe de faire de même. « Regarde et habitue-toi. » Dans les premières minutes, Adolphe ne jeta que des œillades furtives, craignant que son attention, si elle se montrait trop insistante, la réveillât de la dormeuse comme un doigt brûlant. Dr. Bloch se pencha alors sur la femme et enleva lentement la blouse de soie. La femme se retrouva nue, offerte, lascive, inconsciente, étalée dans son impudeur essentielle à quelques centimètres d'Adolphe. Il sentit que son propre corps bouillait. Le docteur Bloch saisit alors la main d'Adolphe et l'approcha de la femme. Adolphe resta d'abord effrayé, craignant on ne sait quoi. Mais, fermement, méthodiquement, le docteur Bloch maintient son étreinte, conduisait la main d'Adolphe au sein calme de la dormeuse et plaqua la paume. C'est un peu weird. Au contact de la chair moelleuse et chaude, Adolphe eut une sensation éblouissante et se réveilla. Il lui fallut plusieurs minutes pour acheter ses idées.
comprendre qu'il n'était pas dans le lit loué à Madame Zachreys, admettre que la belle scène qu'il venait de vivre appartenait au rêve, que le docteur Bloch n'était pas venu le chercher ce soir, qu'il n'avait rien touché réellement, la créature nacrée. Il changea de côté sur une couche, enfonça sa tête dans l'oreiller et se sentit dans la mémoire du songe pour vivre et revivre la scène jusqu'au matin. Enchanté, il courait à l'académie, ayant l'impression d'être un autre homme. Même si ce n'était qu'un fantasme, il avait connu une véritable initiation sexuelle pendant la nuit. Au seuil de l'académie, elle s'arrêta frappée. Si, comme je le préviens, vous recommencez à rêver, promettez-moi de revenir. Un frisson de désagrément lui parcourut le dos. Le satané médecin l'avait annoncé, il rêverait de nouveau. Ainsi il devait le moment délicieux de cette nuit à cet insupportable petit homme qui lui avait fait repeindre ses chiottes. Adolphe furieux arriva en cours de géométrie avec l'envie de frapper. Tout le bénéfice de sa nuit venait de s'envoler. Il travaillait de fort méchante humeur. À l'interclasse, il sursauta lorsqu'il entendit un de ses camarades prononcer le nom du médecin. Bernstein et Newman, les deux élèves les plus grands de l'école, se disputaient sur son sujet. « C'est le plus grand génie de notre époque », affirmait Bernstein. « Grâce à lui, l'humanité va pouvoir se connaître et se guérir. »« Peut-être, » répond Newman, « mais je crois pas que la connaissance de l'inconscient favorise les artistes. Au contraire, elle risque de les supprimer. C'est une nervose qui fait l'artiste, une nervose qui l'inspire et qui donne l'énergie créatrice. Je tiens à ma nervose, je ne veux pas qu'une meilleure connaissance de moi-même me change. Peu importe, je suis plus heureux, je préfère être mal et continuer à peindre. D'autant plus que je suis heureux quand je peins. Mais, reprit Bernstein, rien ne te dit qu'une psychanalyse te rendrait stérile. Sigmund Freud traite l'homme, pas l'artiste. Comment peux-tu distinguer l'homme de l'artiste? S'indigna Newman. Sigmund Freud joue avec le feu, il manque de recul. Pas du tout. Sigmund Freud a écrit sur l'art et... Adolphe demeura abasourdi. Ce qui l'étourdissait le plus, c'est que les deux étudiants disent si naturellement Sigmund Freud, comme s'ils diraient Richard Wagner ou Jérôme Bosch. Le docteur Freud de Dilluit-Ruberg était-il si connu? Adolphe ne l'avait pris que pour un spécialiste du quartier alors qu'il semblait avoir des produits de théorie qui passionnaient la jeunesse intellectuelle. Adolphe voyait bien au respect terrorisé avec lequel les autres suivaient la polémique qu'elle n'était pas le seul à ignorer le rôle capital de Sigmund Freud, ni même à découvrir son nom entier. Il ne saisissait pas très bien la nature du débat, mais il reconnaissait les mots entendus par les conversations de Bloch avec Freud. Pulsions, nervose, inconscient, censure. En rentrant dans la classe qui reprenait, il se faufila auprès de Bernstein et lui demanda d'un ton détaché. Le Sigmund Freud dont tu parles, c'est bien celui que son cabinet a Dilluit-Ruberg? Oui, s'exclama Bernstein, et je rêve d'aller le rencontrer un jour, dès que j'aurai de l'argent. Quoi? Tu le connais? Oui, fit Adolphe d'un petit air suffisant. C'est un ami de la famille. Par sa réponse, il pensait éluder la question, non pas provoquer une telle réaction chez Bernstein. Le garçon ne lui lâcha pas jusqu'au soir, s'intéressant enfin à lui marquant de l'affection et lui proposant 1000 services en échange d'une simple rencontre avec l'ami de famille. Adolphe en demeura étourdi. Ainsi, ce médecin n'était pas peut-être le charlatan qu'il avait cru repérer. Les indices qui s'accumulèrent en sa faveur, le respect affairé du docteur Bloch, l'influence intellectuelle qu'il semblait exercer, l'affabilité de Bernstein à l'égard d'Adolphe depuis qu'il savait lié à Freud, et puis, surtout ce rêve qu'il avait fait dont il se souvenait, le premier depuis des années. Si, comme je le prévois, vous recommencez à rêver, promettez vous revenir. Lancinante, entêtante, toujours plus forte, toujours mieux prononcée, la phrase du médecin tournait dans sa mémoire et lui donnait mauvaise conscience. Il prit sa décision, il y retourna le lendemain, il respecterait sa promesse. Satisfait, il s'endormit en se félicitant de sa loyauté. Il en rachetait dans ses compliments qu'il s'adressait pour ne pas avouer que c'était tout autant par snobisme que désormais elle se rendrait chez le célèbre médecin. Le lendemain, les choses ne se passeraient pas comme prévu. Dr Freud se montrait très froid, comme l'indisposé par son coup de sonnette joyeux, et, malgré l'enthousiasme d'Adolphe qui annonçait comme une victoire d'avoir rêvé, il ne lui accorda un rendez-vous que pour 10 jours plus tard.
Il ne m'aime plus, se dit Adolphe en sortant. En fait, l'avait-il jamais aimé? C'est Adolphe docile et coopératif qui se présenta, 10 jours plus tard, dans le cabinet du docteur Freud pour te raconter son rêve. Tout va bien, mon garçon. Je crois savoir ce que vous avez. Sigmund s'est levé, souriant, plus détendu que jamais. Il alluma une cigare sur laquelle il tira avec volupté. J'ai compris pourquoi vous n'endurez pas la vue d'une femme nue sans vous évanouir, et je peux même vous annoncer une meilleure nouvelle. Dans quelques instants, sitôt que je l'aurai expliqué, vous serez guéri. Et le reste sera dans la partie 2, parce que de 1, j'ai mal à la gorge, de 2, la partie 1 va déjà être assez longue, et ouais, il est 10h30, et si je continuerai à lire, ça fera aucun bon sens, je ferai full d'erreurs. Donc, salut!